Bonjour à toutes. Alors, écoutez, sur l'initiative de Madame Elfassi, d'abord vous remercier d'être venu. On va essayer de faire une série de cours, de conférences qui vont durer 2 heures. On va essayer de se concentrer. Je vais vous poser quelquefois des questions. Ça va être un peu, on va un peu interférer entre nous pour que vous ayez j'ai un peu le retour de ce que vous ressentez. Et également peut-être de laisser un petit moment pour si vous avez des questions personnelles à la fin du cours qui nous concernent. Alors la série des cours qu'on va donner qui concernent le Shalom Bayit. Alors l'harmonie du couple, on va essayer de réfléchir ensemble. Il y a beaucoup de sujets qui vont être traités, donc vous inquiétez pas, tout va être, je pense, explicité. Mais l'harmonie du couple, oui, l'harmonie du couple. Alors le Shalom Bayit, ça se traduit en français par quoi? Shalom Bayit. La paix de la maison. Alors, est-ce que le shalom, c'est finalement la paix? Alors, vous savez, on lit un texte à la fin de la tfila, alors à Mida, on dit Ose shalom bimromav. Hachem, il fait le shalom, bimromav, dans le ciel, dans les cieux. On va vous dire Ose shalom alléluia, il fera aussi le shalom va traiter la paix parmi nous et tous les cas Israël, et on dit Amen. Maintenant, Ose shalom bimromav, ça veut dire quoi? Ose shalom bimromav. Hachem fait le shalom, fait la paix dans le ciel. Il n'y a pas la guerre des étoiles dans le ciel pour qu'il ait envie de faire la paix dans le ciel. C'est quoi la paix dans le ciel? Vous voyez, c'est quoi la paix du ciel? Alors, en fait, c'est vrai qu'on a du mal à comprendre. Parce que si le shalom se traduit par la paix, manifestement, il n'y a pas la guerre. Ça va, il n'a pas besoin de faire la paix dans le ciel. Alors, qu'est-ce que c'est que le shalom? Alors, il y a une Gemara dans Rosh Hashanah. La Gemara de Rosh Hashanah explique que lorsque Hachem a décidé de déclencher le déluge, oui, la Gemara là-bas, elle dit qu'il a retiré 2 étoiles. D'un mazal, d'une sorte de constellation d'étoiles qui s'appelle Mazal Kima, qui est la queue du bélier. Parce qu'en fait, les étoiles dans les constellations, elles ont la forme du bélier. Et au bout de cette queue, il y a des étoiles. Qu'est-ce qu'a fait Hachem? Il a retiré 2 étoiles. Et en retirant 2 étoiles, il a déclenché sur la terre un déluge qui a duré 40 jours et 40 nuits. Et ce mazal, en fait, parce que la Terre tourne, il y a 12 mazalotes, donc il y a 12 constellations d'étoiles. Et lorsque la Terre tourne, il y a une influence de 2 heures par mazal, vous voyez, par constellation d'étoiles. Et qu'est-ce qui se passe? Donc normalement ces constellations devaient descendre. Qu'est-ce qu'a fait Hachem? Il a inversé l'orientation de la Terre et donc elles sont montées. Et dit la Gemara qu'en montant ce mazal, cette constellation d'étoiles, il est monté des eaux souterraines qui ont duré 150 jours, 5 mois. Donc le monde a été inondé pendant 5 mois, et à part ça, il a plu pendant 40 jours et 40 nuits. Donc vous avez bien compris que, qu'est-ce qu'a fait Hachem? Il a retiré 2 étoiles. En retirant 2 étoiles d'une constellation d'étoiles, il a déclenché un déluge. Ça veut dire qu'on voit qu'il y a une corrélation étroite entre le ciel et la terre. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est pas ça ce qui m'intéresse, c'est de comprendre que ça veut dire quoi faire le shalom dans le ciel alors? Ça veut dire quoi faire le shalom dans le ciel? Faire la paix, il n'y a pas la guerre dans le ciel, c'est quoi faire le shalom? Je pense qu'au départ, vous avez compris que tout est organisé dans le ciel. Ça veut dire que de retirer 2 étoiles, ça déclenche un déluge. Donc qu'est-ce qu'il faudrait faire pour qu'il n'y ait pas de déluge? Il faut que les choses soient en place. Donc c'est quoi le shalom finalement? C'est l'ordre. La mise en ordre. C'est-à-dire que si tout est en ordre, il n'y a pas de problème sur la terre. Et si c'est dans le désordre, ou si c'est mal axé, ou bien si c'est désorganisé, alors il y aura un déluge sur la terre. Donc j'ai appris d'ici que le shalom, c'est l'ordre. Ça veut dire que le shalom bayit, c'est mettre de l'ordre dans sa famille. Manifestement, lorsqu'il y a du désordre, lorsque les choses ne sont pas respectées, alors ça crée un problème, ça crée de la zizanie. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire mettre en ordre? Mettre en ordre quoi? C'est ça qu'il faut comprendre. Voilà, on vit en couple, on a décidé de se marier, il faut mettre de l'ordre. Alors, c'est quoi l'organisation de l'ordre dans son couple? Alors je pense que l'ordre, l'ordre ça peut s'expliquer par beaucoup de choses. Par exemple, dans la paracha de Bamidbar, ici dans cette paracha, c'est marqué Vaïdaber Hashem et Moshe el ve'Aaron les morts, Ish al diglo be'otot et bet avotam. Chaque homme, il devait dans le désert, vous savez, dans le désert, on était divisé, il y avait 12 tribus, donc il y avait 4 points cardinaux, et dans ces 4 points cardinaux, il y avait 3 tribus par point cardinaux. Mais chacun avait un dégel. Un dégel, c'est un étendard. Chaque tribu avait un étendard. Et donc c'était divisé en forme d'étendard. Donc les bêtes avotam, chacun avait un étendard. D'où est venue cette histoire d'étendard? Pourquoi ils ont voulu absolument avoir des drapeaux d'Israël? Alors là-bas, c'est marqué dans le Midrash Rabat sur cette paracha de Bamidbar, que lorsque les Israël sont arrivés devant le mont Sinaï, qu'est-ce qu'a fait Hachem? Il a montré à des myriades d'anges qui avaient des drapeaux. Bon, mais ils avaient des drapeaux de couleurs différentes, et si vous voulez, l'harmonie de tous ces drapeaux, c'était tellement magnifique à voir, que ils ont désiré les Israël avoir des drapeaux, et de là vient le principe
d'avoir voulu des drapeaux sur le mont Sinaï. Mais qu'est-ce que ça voulait dire? Ben, ça voulait dire que si ça avait été mis dans le désordre, ça aurait été pas joli à voir. Mais il y avait une telle harmonie, c'était tellement beau à voir, c'était tellement bien organisé, ordonné, que c'était beau à voir. Et l'ordre, en fait, on va dégager un principe qui s'appelle le principe de l'ordre. Ça veut dire qu'il y a trois choses qui vont se dégager dans l'ordre. On voulait absolument que les gens soient capables, le jour du matin de Torah, de savoir mettre en ordre. Parce que lorsqu'on va donner la Torah, il va falloir bien ordonner les choses. Donc il fallait qu'on ait le plaisir de l'ordre. D'où vient le plaisir de l'ordre et comment ça se traduit chez nous, le plaisir de l'ordre? Alors d'abord, il y a le plaisir. Quand vous arrivez chez vous, tout est bien ordonné, c'est plaisant à voir. Donc il y a le plaisir de voir les choses organisées. À part ça, il y a, sur le plan pratique, si les choses sont à leur place, vous êtes dans une cuisine, vous êtes dans votre appartement, si vous recherchez vos lunettes, elles sont dans le frigidaire, ça ne va pas marcher. Donc il faut que les choses elles soient à leur place, qu'il y ait une logique de l'ordre, c'est-à-dire qu'il y a une logique d'emplacement. Voilà. Il y a le plaisir de voir les choses. Vous avez les jardins du château de Versailles, c'est magnifique à voir, c'est très bien organisé, très ordonné, c'est beau à voir. Donc il y a le plaisir de voir. Mais il y a aussi le côté pratique de l'ordre. Ça veut dire qu'il faut que les choses soient à leur place, c'est pratique. Et quand c'est désordonné, quand on est un peu désordonné dans son cerveau, on ne sait pas où on a mis les choses, et on est bien embêté parce que c'est pas dans l'ordre. Il y a une troisième fonction qui est la plus essentielle, c'est la logique de l'ordre. Ça veut dire qu'il y a une coordination dans votre tête qui doit être logique. Les choses que vous avez quand on était à l'école, vous vous rappelez, on donnait des petites images, il fallait reconstituer une histoire. Donc on vous donne une image. Dans quel ordre vous allez les mettre? On ne sait pas. On met le monsieur qui rentre dans la maison avant. Dans quel ordre on met? Il faut que ce soit logique. Ça veut dire qu'on va rentrer dans une logique de mettre en ordre qui est fondamentale parce que lorsqu'on ne se comprend pas souvent, oui, il y a du désordre. Parce qu'on n'est pas dans une logique. Qu'il soit une logique masculine, qu'il soit une logique féminine. Ça veut dire qu'on a chacun des besoins, on a chacun des intérêts, on a chacun des émotions. Alors, des hommes et des femmes n'ont pas les mêmes émotions, n'ont pas les mêmes intérêts dans la vie. Alors, peut-être que nous, on aurait mis dans l'ordre des choses, on aurait mis les priorités sur ça. Mon mari, c'est pas du tout ça. Mais si j'ai pas la compréhension et la logique de mon mari, ou l'inverse, je ne comprends pas les émotions de ma femme ou la logique qu'elle contient et qui lui permet d'accéder à ce qu'elle est, je vais mettre du désordre, vous avez compris? Et souvent, les gens, qu'est-ce qu'ils pensent? Ils pensent que, puisqu'on est marié, qu'on s'aime, finalement, mon mari comprend comme moi les choses et ma femme, elle comprend comme moi les choses. En fait, c'est pas vrai. Parce qu'on n'est pas dans de même nature, on n'a pas les mêmes intérêts, on n'a pas les mêmes émotions, on ne voit pas les mêmes choses. Voilà, il faut partir du principe qu'on est différent. Et de cette différence va créer du désordre. Ça va? Voilà, donc c'est très important que vous compreniez qu'il y a le désir de mettre de l'ordre. Le shalom bayit au départ, c'est une compréhension du mise en ordre. Que si on se comprend, si les choses elles sont logiques, on met des priorités dans nos vies, on est d'accord sur des priorités, tout à coup les choses sont en ordre, il n'y a rien qui va faire qu'on va se mettre en conflit. Puisque c'est logique, on se concerte, on en discute, c'est compris. Et lorsque c'est désordonné, ou bien ça n'est pas, on n'en a pas discuté, on a créé du désordre. On a été frustré de ne pas avoir été mis au courant, il a mis des priorités qui ne sont pas les miennes, etc., etc. Donc il va y avoir un conflit qui va se créer, mais qui va se créer du désordre, vous comprenez? Donc il va y avoir l'antithèse du shalom bayit. Le shalom, ce n'est pas la paix. La paix, c'est l'extrapolation de l'ordre. Lorsque deux pays sont en guerre, qu'est-ce qu'on fait? On met de l'ordre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va définir des territoires et on va dire aux gens, écoutez, votre territoire il démarre là et il s'arrêtera là. Vous êtes d'accord? Ok. On va essayer de s'entretuer et on va mettre de l'ordre. Et lorsque les uns et les autres sont d'accord, on signe des contrats et on met de l'ordre dans le... Et après, l'ordre faisant, voilà, maintenant on est en paix. Mais en vérité, la paix n'est que l'extrapolation de l'ordre. Il faut bien comprendre que le shalom bayit, c'est d'abord d'être mis en ordre. Pour ça qu'on discute avec son mari ou avec sa femme pour justement mettre de l'ordre dans les choses. Le problème c'est que comment on met de l'ordre, comment on exprime l'ordre, comment on se fait entendre dans ce cadre-là qui est mettre en ordre, ça c'est toute la problématique du couple. Mais quelque part il faut bien comprendre que le shalom c'est pas la paix. Le shalom c'est l'ordre. On met de l'ordre dans nos vies, oui, et après on est en paix. Ça va? Voilà. Donc ça c'était l'introduction pour expliquer qu'est-ce que c'est que le shalom bayit. Alors on va plus rentrer dans le détail. Parce que je pense qu'au départ, vous savez, la Torah, c'est pas un livre d'histoire. La Torah, c'est nous expliquer l'essence profonde des choses. Oui. Donc nous, vous êtes issus de Chava, et les hommes sont issus de Adam. Si on a bien compris chaque personnage dans la Torah, on a bien essayé d'analyser quelles étaient la nature, comment ils ont été créés, etc., etc., on va pouvoir entrer dans un aspect qui est très psychologique du rapport homme-femme. Et ça, ce rapport, il faut le comprendre au départ. Parce qu'en fait, vous allez vous rendre compte qu'il y avait un problème de shalom bayit au départ. Voilà, entre Adam et Chava. Ben.
Alors quand on regarde dans la paracha de Bereshit, c'est marqué la chose suivante. Donc, j'ai un petit peu marqué les pages pour que on ait des repères. Alors c'est marqué comme ça. Au début, c'est marqué comme ça. Quand Hachem crée quand il crée toute la nature, Hachem crée la nature, c'est marqué Vaïvra Elohim et Adam. Hachem a créé l'homme. Et c'est marqué Betselem Elohim, donc à son image il l'a créé. L'image, ça veut dire que Rachid expliquait ailleurs que Tselem Elohim, à l'image d'Hachem, Hachem n'a pas d'image, mais l'image, c'est d'expliquer que Hachem pense. Les Havin ou les Haskil. Les Havin, c'est de comprendre, les Haskil, c'est d'analyser. Hachem comprend et analyse. Nous avons cette capacité humaine à pouvoir comprendre des choses et analyser des choses. Et ça, c'est en ça qu'on est à l'image d'Hachem. Ça va, on a cette capacité de penser et d'analyser. Ensuite, donc c'est marqué, Vaïvra Elohim et Adam, Hachem a créé l'homme, Betsalmo, Betsalem Elohim baraoto. Donc à l'image d'Hachem, il l'a créé, lui. Zachar ou Nekeva baraotam. Et tout à coup, on fait intervenir le côté féminin, Zachar ou Nekeva baraotam. Alors ça paraît contradictoire. D'un côté, on nous dit qu'on a créé un homme, a priori seul, et on dit qu'on l'a créé mâle et femelle. On les a créés mâle et femelle. C'est paradoxal. Alors la Gemara, dans Yeruvin, elle relève la question. Elle dit d'un côté, on crée un homme seul, a priori, et on nous dit qu'on a créé un être masculin-féminin. Alors Rachid donne deux explications. Une qui vient du Midrash, mais qui est en fait une Gemara, dans Yeruvin d'Afiutret, et l'autre qui est l'explication du Pshat. Alors Rachid expliquait que la dracha, parce que c'est paradoxal, la dracha, c'est d'expliquer. En fait, Hachem, il a créé un être double. Ça veut dire que je n'ai pas de Sophim, on avait un être à deux visages. Il y avait l'homme, il avait un visage masculin, mais dans son dos, il y avait son féminin. Ça va? Donc il a créé un être masculin-féminin, et lorsque plus tard dans la Torah, on nous dit qu'on a créé la femme de l'homme, on n'a pas créé la femme de l'homme, on a détaché la femme de l'homme. Comme ça explique Rashi ici dans le Chumash. On a détaché, d'accord? Donc on l'a mis face à lui, mais on l'a détaché de lui. C'est ça la dracha, la façon midrashique d'expliquer le pshat de la Torah. Il y a une autre façon de voir, c'est d'expliquer simplement que Shem il a créé l'homme, et plus tard on nous expliquera comment on a créé la femme à partir de l'homme. Ça va? Ça veut dire que quoi? Soit la femme, elle faisait partie de l'homme, soit la femme a été créée à partir de l'homme. Vous voyez, la femme n'existait pas, elle n'était pas présente, mais on a créé le féminin à partir du masculin. Deux explications. Mais ça vous contente? C'est contradictoire quand même. Ça veut dire que soit la femme elle faisait partie de l'homme, on a détaché la femme de l'homme, soit elle n'a pas été créée au départ, mais on l'a créée à partir de l'homme. Il faudrait savoir, c'est comme ça ou comme ça? Bon. Alors, il y a un élément qui va nous aider à comprendre. C'est-à-dire que de nature, on est en train de nous expliquer que la femme était dans l'homme. Ou bien qu'elle a été créée à partir de l'homme. La Gemara dans Yeruvin explique comme ça. La Gemara, elle dit une expression qu'il faut comprendre. Elle dit « Allah bemarshava » et montrer à l'esprit d'Hachem d'écrire un être masculin-féminin. Allah bemarshava, vous savez quoi? Il est monté à l'esprit d'Hachem. Il a voulu créer un être masculin-féminin, ça va? Et finalement, il a créé un être masculin, duquel il a créé le féminin. Vous savez quoi? Allah bemarshava. Il a pensé créer. On est dans la pensée d'Hachem. On a l'impression que quoi? Que c'est ce qu'il avait pensé faire. Mais c'est marqué dans le texte ici, Vaïvra Elohim et Adam, et c'est marqué Bara Otam. Il les a créés mâles et femelles. Est-ce qu'on est dans la pensée d'Hachem? On est dans la création d'Hachem. Dans le texte de la Torah, on est dans la création. Comment les Chachamim on peut dire qu'on est dans la pensée? Il avait pensé créer Hachem. On a l'impression que c'est ce qu'il avait voulu faire. Ça va? Ce qu'il avait pensé faire. Bon. Ce rapport à la pensée, on le retrouve aussi dans la paracha de Bereshit. Ici, c'est marqué dans la paracha de Bereshit, au début de la paracha, c'est marqué Bereshit bara Elohim. Bereshit bara Elohim. Qui c'est qui crée le monde? Elohim. Elohim, c'est le dieu de rigueur. Oui? Et Shammai Varès, il crée le monde, le dieu de rigueur, qui crée le ciel et la terre. Et Rashi relève aussi la question pareil. Il dit, c'est marqué bara Elohim, velo amar bara Hashem. C'est pas marqué que c'est Dieu de miséricorde qui crée le monde, ce qui aurait été logique. Hachem, par sa miséricorde, il a créé par son acte de bonté, il a créé le monde. La demande Rashi, mais pourquoi c'est pas Hachem, le Dieu de bonté, qui crée le monde? C'est le Midrash qui pose cette question. Alors il répond comme ça. Bitrila, au commencement, Allah bemarshava. On retrouve l'expression, il était monté à l'esprit d'Hachem, livroto bebidat adin. Hachem avait dans l'esprit au départ de créer le monde avec la rigueur. Bitrila. Bitrila, ça veut dire quoi Bitrila? Bereshit. Donc au commencement, Hachem, il avait voulu créer le monde de façon rigoureuse. Bon. Vera Shenaola Mitkayem. Mais il a vu que le monde ne pouvait pas subsister à la rigueur. C'était trop dur. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Alors, Ikdim Midat Arachamim Veshatfa Midat Adin. Il a fait précéder la miséricorde à la rigueur.
Et c'est ce qui est marqué plus tard, Beyom Asot Hashem Elohim Ve'eretz Shamayim. Plus tard dans la Torah, c'est marqué, et les Toldot Shamayim Va'aretz, voici les dérivés, après qu'il ait créé le ciel, la terre et l'univers, et les Toldot Shamayim Va'aretz, voici les dérivés du ciel et de la terre, Beyom, le jour, Asot, où il a fait Hashem Elohim. Hashem Elohim Eretz Shamayim. Hashem, le Dieu de miséricorde et le Dieu de rigueur, le ciel et la terre. Alors c'est vrai que ça paraît contradictoire. Ici, il est marqué Bereshit bara Elohim, et là-bas, c'est marqué Hashem Elohim. Alors Rachid traduit en disant non. Au départ, Hachem, il avait pensé créer le monde Midatadin, ça n'a pas fonctionné, donc il a créé un monde Midatarachim Vedin, ça va? Donc c'est ce qu'il avait pensé créer, finalement, qu'est-ce qu'il a créé? Le monde dans lequel on est, c'est on côtoie la Rachamim, parce qu'on n'est pas dans une forme de rigueur absolue, mais on existe de nous quelque chose, ça va? Bon, moi ce qui m'a surtout dérangé, c'est deux choses. Un, c'est marqué Bereshit bara. Bara, ça veut dire qu'il a pensé ou il a créé? Il a créé. Donc comment Rachamim dit il a pensé créer? On n'est pas dans la pensée d'Hachem, on est dans la création d'Hachem. Ça, c'est une question que je me suis posée. Deuxième question, j'ai juste pas compris quelque chose. Hachem, il crée un monde de rigueur. Bon, mais il a vu que ça ne pouvait pas tenir. Mais pourquoi ça ne tient pas? Pourquoi ce monde ne tient pas? Parce que les gens qui vont subir la rigueur ne vont pas supporter la rigueur. Mais c'est qui a créé la rigueur et c'est qui a créé les êtres humains? C'est qui? Donc comment lui-même, il peut se surprendre de ce qu'il crée lui-même? Il dit, ah oui, il a vu que ça ne pouvait pas tenir. Comme si qu'il s'était trompé, quoi. Vous avez compris? Il veut faire tenir un bâtiment, un gratte-ciel sur des allumettes. On va voir si ça va marcher, sur des allumettes. Et puis finalement, il voit que ça ne tient pas. Il dit, bon, on va mettre des pilons en béton. Mais comment Hachem, qui crée la matière, il peut se surprendre de ce qu'il crée lui-même? Il a vu que ça ne pouvait pas tenir. Ça n'a pas de sens. Bien compris? Donc ça veut dire quoi penser, alors? C'est quoi la pensée d'Hachem? En fait, le Maharal de Prague explique ici comme ça. Allah Bemarshava, la pensée, c'est pas ce qu'il a cru faire. C'est ce qu'il aurait voulu que soit. Ça veut dire quand Hachem il crée le monde, il a un but. Allah Bemarshava, ce qu'il a dans sa tête, Hachem, quand il crée le monde, le but à atteindre, c'est Elohim. Seulement, il sait qu'il crée un être faible, qui n'est pas capable d'atteindre ce but. Alors on va l'accompagner par la Rachamim. Mais Hachem, il est conscient de ce qu'il a créé. Donc le Halab et Marshava, vous voyez, comme si que le monde avait été créé à deux vitesses. Il y avait un monde qui est le nôtre, on demande à Rachamim, Hachem tout le temps, mais on espère qu'un jour on sera des adultes, suffisamment adultes, pour pouvoir se suffire à soi-même et de dire à Hachem, écoute, voilà, je me débrouille. Comme avec d'autres enfants, on les accompagne à l'école, on les aide pour les devoirs, on leur achète des cartables, etc. Mais on espère qu'ils ne vont pas rester toute leur vie à la maison, ça va? Donc on espère qu'ils vont arriver à une forme de rigueur suffisante pour pouvoir se débrouiller tout seul, se marier, se débrouiller tout seul. Donc c'est un peu ça l'objectif. C'est-à-dire que l'objectif, c'est qu'ils soient adultes. L'objectif qu'Hachem s'est donné, c'est qu'on espère que le monde deviendra adulte, donc Midatadin, mais en attendant, on est Rachamim Vedin. Donc le Halab et Marshava, la pensée qui monte vers Hachem, c'est celle de l'objectif à atteindre. Vous avez compris? Donc quand il y a marqué dans la Gemara, dans Hiruvin, qu'au départ, Hachem, il avait pensé à créer un être masculin, féminin, ça veut dire quoi pour vous maintenant? Il avait comme objectif qu'on soit masculin, féminin. C'est pas contradictoire avec le fait qu'il ait créé un être masculin, duquel il a dégagé le féminin. Puisque l'objectif, c'est d'arriver à quoi? À être masculin-féminin. Ça va? Ok. Ça veut dire quoi être masculin-féminin? Vous êtes des femmes. Qu'est-ce qu'on vous demande? Hein? C'est dur quand même. Bon, et l'inverse? On demande à un homme. C'est ça. Vous avez vu, vous avez compris. On pensait que le monde ne pouvait pas subsister. Parce que c'est pas possible, on est des femmes. Comment on va commencer à réfléchir au masculin? Bon. Donc qu'est-ce que ça veut dire quoi pour nous? Ça veut dire quoi dorénavant? Hein? Il faut se mettre à la place. Il faut quoi? Il faut essayer de se mettre à la place de l'autre. Il faut mettre quoi? Il faut faire quoi? Qu'est-ce qu'il faut faire? Vous êtes des femmes, vous réfléchissez au féminin, vous avez des besoins féminins, vous êtes sensibles comme des femmes. Alors qu'est-ce que vous avez d'un homme? C'est de connaître, de savoir comment il fonctionne peut-être. Oui, ça veut dire que... Attendez, je vous explique un truc. Après on verra plus tard, c'est marqué comme ça. C'est ça la logique. Hachem, il a dit comme ça. Plus tard, donc c'est marqué quand Hachem a créé l'homme, oui, donc il a créé l'homme, il a voulu créer la femme. Avant de créer la femme, qu'est-ce qu'il a fait? Alors regardez ce qu'il a fait. C'est marqué, il a demandé à Hachem, voilà. Il a demandé à Hachem, voilà.
Voilà. Il a demandé à Hachem à ce que... donc après qu'il lui ait demandé de ne pas consommer du Etzada Tovara, d'accord? Il dit si tu manges ce fruit, mot temutun, mourrez, vous mourrez. Ok. Vayomer Hachem Elokim, lotov yot à Adam levado. Donc ça n'est pas bien que l'homme soit seul. Et c'est l'eau Ezer Kenegdo. Je lui ferai une aide Kenegdo. Alors Rashi explique Kenegdo, Zacha. S'il est méritant, ça sera une aide. Et s'il n'est pas méritant, Kenegdo leilachem. Contre lui, pour le combattre. Ça va? S'il est méritant, elle fera une aide pour lui, sa femme. Et sinon, elle sera contre lui pour le combattre. Ça veut dire la pire des femmes, c'est sa femme, quoi. Parce qu'il n'est pas zoché. Ça veut dire quoi d'avoir le shrout, alors? C'est quoi le mérite? Ça veut dire quoi d'avoir le mérite? Que l'homme, il ait le mérite d'avoir sa femme face à lui, ouais, et pas contre lui. Parce que si elle est contre lui, c'est la pire des femmes. Ça va? Alors je veux juste comprendre. C'est quoi le shrout, alors? Comment on construit du mérite? Ça, il faut comprendre c'est quoi le shrout, comment on construit du mérite dans sa vie. D'avoir le mérite. Bon. Et à part ça, hein, comment une femme qu'on a aimée, elle devient contre soi-même sa femme. Kenegdo. Donc il dit, ça n'est pas bon que l'homme soit seul. Ça veut dire quoi que l'homme soit seul? Comment vous avez compris ça? Ça n'est pas bon que l'homme soit seul. Ici, dans le cadre d'Adam Arishon, ça veut dire quoi? D'être seul. Alors je vous explique mon problème. Adam Arishon, c'est marqué dans la Gemara dans Sanhedrin, que Adam Arishon, il était roé misof haolam ve'atzofo. Nous, on arrive à voir à 20 mètres. Mais lui, il était capable de voir et de concevoir depuis la création du monde à la fin des temps. Bon, il avait une chorma spéciale. À part ça, il avait des anges qui s'occupaient de lui en permanence, il donnait à manger, à boire, s'occupait de son ménage, et il avait une connaissance de la Torah exceptionnelle. Bon, qu'est-ce qui lui manque? Nilotov iot levado. C'est ce qu'on espère tous, on espère tous être comme ça, qu'on ait une vision extraordinaire des choses, et qu'on ait la Torah pour nous, et puis qu'il y ait des gens qui s'occupent de soi. Et ça, c'est pas tov, ça, c'est pas tov, ça, c'est pas bien, ça, pourquoi c'est pas bien? L'otov, pourquoi c'est pas bien? Hein? Il était seul. Comment? Il était seul. Ben, tant mieux qu'on soit comme ça, on est indépendant, c'est super. Partager. Mais on est superbe, hein? Vous dites pour partager. Pour partager. C'est-à-dire, alors, ça veut dire quoi? Pourquoi il faut partager? Partager. Pourquoi il faut partager? Si on est bien seul, pourquoi il faut partager? Qu'est-ce qui lui manque à Adam Arishon? Qu'est-ce qui lui manque? Il a toute la Torah Kula, il y a des gens qui s'occupent de lui pour manger et boire, et il a une perception du monde qui est extraordinaire, il comprend tout d'Hachem. Qu'est-ce qui lui manque? Partager avec l'autre. Mais pourquoi faire? Pourquoi faire? Il a tout. Propres choses qui vont pas, quoi. Mais il a tout ce qu'il faut, le pauvre, il a tout ce qu'il faut. Qu'est-ce qui lui manque? Hein? À quoi ça lui sert d'avoir et de donner? Ah, c'est ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Vous avez raison. D'avoir des connaissances si on ne les donne pas. C'est-à-dire, oui, ça veut dire quoi? On va en avoir. Ça, il a pas de Ben, j'ai pas envie de les partager, voilà, j'ai envie de les garder pour moi. C'est quoi la problématique? Hein? Pourquoi? Non mais pourquoi c'est pas bien? Lotov, Hachem dit Lotov, Yot Levado. Parce que tout ce que vous êtes, est-ce que vous avez choisi de vivre? Non. Est-ce que vous avez choisi vos parents? Non. Est-ce que vous avez choisi votre couleur de peau, votre taille, votre intelligence, votre émotion, je sais pas, où vous vivez? Qu'est-ce que vous avez choisi là-dedans? Hein? Rien. Vous n'avez rien choisi du tout, Tout ce que vous êtes, ça vous a été donné. Ça va? Donc qu'est-ce que vous êtes au final? Si vous pensez, c'est grâce à Dieu. Si vous voyez, c'est grâce à Dieu. Si vous décidez, c'est grâce à Dieu. Tout ça, c'est grâce à Dieu. Vous êtes quoi alors? Juste que vous avez changé par rapport à ce qu'on vous a donné au départ. Les trucs qu'on a améliorés. Donc qu'est-ce qu'il faut être alors? Tout ce que vous êtes, ça vous a été donné. Et vous n'avez rien choisi du tout. Ça va? Donc qu'est-ce que vous êtes? Donc maintenant, grâce à ce que vous êtes, vous pouvez penser. Si vous dites, ah mais j'ai bien compris, mais c'est grâce à ton cerveau que Dieu t'a donné. Si tu as pu voir, c'est grâce à Dieu qui t'a donné. Donc qu'est-ce qu'on est au final? Le résultat de tout ce qu'on est, c'est Hachem. Donc on est quoi nous? Alors, au niveau de l'action quand même, parce Quoi? que rien ne peut se faire si on n'agit pas quand même. Donc qu'est-ce qu'on est? Donc qu'est-ce qu'on est? On est des actifs. On est le choix de faire de soi quelque chose. On est le choix de faire de soi quelque chose. On vous a donné des choses, qu'est-ce que vous faites avec? C'est vous qui décidez. Vous êtes que ce choix. Ça va? Maintenant, est-ce que ce choix d'être, il peut se faire seul? Il faut un arbre, il faut une fleur, il faut quelque chose. On a créé sa femme pour faire de lui quelque chose. Vous avez compris? L'otov yot levado. Ça va très loin. Hein. Ça veut dire que quand on va se disputer, on n'est pas d'accord, on va se retrouver seul. Vous comprenez? Quand on n'est pas capable de partager quelque chose ensemble, on est seul.
L'otov yet levadot. Retenez dans votre cerveau que quand on va rentrer dans une forme de conflit personnel, on est seul. Je suis seul à penser, et je suis seul à croire que j'ai raison, et je suis seul à... Vous avez compris? Mon mari n'a rien compris, et machin, finalement je me retrouve seul. C'est pas ça l'intérêt. L'intérêt, c'est pas d'être seul. Quand je dis seul, ça veut dire de penser seul, d'exister seul. Il n'a rien compris, ben c'est pas grave qu'il se débrouille. Finalement, on est seul. Non. Il faut qu'on soit capable d'exister à deux. La coexistence, c'est ça qui est fondamental. Hachem, il ne voulait pas que l'homme soit seul. Alors il a créé sa femme. Donc c'est quoi Ezer maintenant? C'est quoi l'aide? L'aide, c'est quand il est zoré, quand il est méritant. Ça veut dire quoi mériter? Quand il, Comment on mérite, communique, quand comment il- on mérite de ne pas être seul? Ah, c'est dur ça. C'est quoi le mérite? Le partage. Alors le mérite, Zerhout en hébreu, ça vient de Zar. Oui. Shemen Zaïd Zar Katit. Vous savez, la lumière elle était allumée sur le candélabre avec de l'huile. Mais l'huile, elle était concassée à partir d'olive. Mais elle était limpide. Oui, pure. C'est quoi le srout? Zar, limpide. Le srout, c'est d'être limpide. Vous avez compris? Que si des choses qui entament dans vos vies et qui polluent vos vies et votre esprit, vous ne serez pas zar. Quand les choses fonctionnent, c'est qu'il y a quelque chose qui a été au départ épuré au départ. C'est ça le srout. Ça va? Donc il faut faire un travail sur soi-même, c'est évident. Parce qu'on n'est jamais parfait. Donc on tend vers quelque chose qui soit zar. Et lorsqu'on est pur, alors on a le mérite de faire que notre relation, elle se comprend. Ok? Maintenant, est-ce que vous êtes des hommes? Non. Est-ce que vous avez des besoins d'hommes? Non. Est-ce que vous avez des pensées d'homme? Est-ce que vous avez la corpulence d'un homme? Non. Votre mari, c'est l'inverse aussi, il n'est pas une femme, il n'a pas des besoins de femme, il n'a pas les émotions d'une femme, il n'a rien d'une femme. Oui ou non? Donc quand vous vous mariez, quand vous cherchez des copines, vous cherchez des copines qui vous ressemblent, qui ont les mêmes émotions que vous, qui ont des choses complémentaires avec vous, non? Oui, non. Mais est-ce que vous allez chercher des filles qui sont complètement contraires de vous? Hein? Ben non, mais quand vous vous mariez, est-ce que vous n'allez pas épouser le contraire de vous? Hein? Donc depuis le départ, c'est Kenegdo. Hein? Non? Depuis le départ, c'est contre vous. Ben, votre mari, il n'a pas les mêmes émotions que vous, il n'a pas les mêmes intérêts que vous, et de quoi on va se disputer? Ah non, mais tu veux faire ça, non, on va faire ça. Et puis, et on se comprend pas parce qu'on n'est pas de même nature. La nature masculine n'est pas la nature féminine, et on défend pas les mêmes intérêts. Et l'homme, il est viril, et la femme, elle est émotionnelle. Mais c'est tout contre soi, vous comprenez ou pas? Oui, non. Donc, partie du principe, quand vous vous mariez, c'est forcément contre vous. Non? Ben, on n'est pas de même nature. Donc, c'est forcément contre soi. Donc, quand la Torah dit Ezer, Kenegdo, au départ, c'est Kenegdo. C'est contre soi, évidemment que c'est contre soi. À partir du principe que c'est contre vous. C'est contre vos intérêts personnels, c'est contre votre façon de penser, c'est contre vos émotions, c'est contre votre nature, c'est contre tout. C'est comme ça. Alors, quand c'est contre ça, qu'est-ce qu'on fait alors? Hein? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on doit faire? C'est contre vous de nature. Contre vous dans vos émotions. Il n'a pas les mêmes intérêts que vous. Votre mari, votre femme, c'est pareil. Sa femme, elle n'a pas les mêmes, il n'a pas les émotions. Il ne ressent pas ce que sa femme ressent. Une femme, quand elle voit une femme, elle voit une araignée, elle saute en l'air. Il dit, mais ma femme, elle est folle. On n'a pas les mêmes émotions. Voilà. Donc on ne se comprend pas. Je veux dire, elle a des intérêts que je n'ai pas. Elle a des, comment on va dire, on ne fonctionne pas de la même manière. Tout est contre soi. Mais pourquoi Hachem, il a fait que le système, il est comme ça? Oui, c'est contre soi. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour solutionner contre soi? Qu'est-ce qu'on doit faire alors? Hein? Comment? Travailler soi-même. C'est-à-dire contre soi. C'est contre moi. Travailler contre soi pour aller vers l'autre. Ou contre vous. Ouais, C'est qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Pour s'adapter à l'autre. Adaptation, Khazak. Adaptation. Adaptation. Vous avez raison. Par exemple, moi je dis toujours, si demain vous déménagez en Chine, ouais. Hein? Vous allez habiter à Shanghai. Bon. À Shanghai, vous ne parlez pas le chinois, vous n'avez pas la mentalité chinoise, vous ne connaissez pas Shanghai, vous ne savez pas où vous allez mettre vos enfants, vous ne savez pas où vous allez travailler, vous ne savez rien. Bon, qu'est-ce que vous faites? Si vous restez des Françaises à Shanghai, il va se passer quoi? Bah, vous allez craquer. Ouais. Si vous restez des Françaises à Shanghai, vous allez craquer. Parce que parler chinois, on ne comprend rien. Donc qu'est-ce qu'on fait alors? On s'adapte. Mais c'est quoi s'adapter? Bah, c'est d'apprendre le chinois.
de prendre le temps de s'acclimater à la vie chinoise, à la mentalité chinoise, de comprendre la sensibilité chinoise, C'est vrai? Bon, qu'est-ce qu'on fait en couple alors? Hein? On s'adapte à l'autre. C'est-à-dire? Alors qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? On apprend On prend son langage. Hein? On apprend son langage. Son langage, on apprend son langage, après ça. De la Qu'est-ce qu'on apprend? tolérance. Hein? De la tolérance. Attendez, vous êtes des femmes. Votre mari, il appelle la même nature. Est-ce qu'il faut définir d'abord les natures? La nature masculine. S'acclimater à l'autre, c'est quoi? C'est comprendre qu'il n'est pas comme vous. Donc vous êtes obligé d'analyser. Ça suffit de savoir? Ça suffit de savoir? Non. Qu'est-ce qu'il faut faire alors? De se mettre à sa place. Ah oui, ça veut dire que non, mais ça veut dire qu'il faut commencer à réfléchir comme lui, ou alors que lui doit réfléchir comme une femme. Il doit savoir qu'est-ce qu'elle a envie, qu'est-ce qu'elle désire. Et ça prend du temps ou pas? Mais est-ce qu'on a conscience de ça au départ? On est sûr que son mari, il nous aime, il doit ça. Et c'est sûr qu'on va vivre une vie merveilleuse et tout, et puis on voit que ça ne correspond pas du tout à ce qu'on veut, et il comprend rien, et il n'est pas du tout avenant, il n'est pas du tout concerné. Mais c'est normal, pourquoi? C'est du temps. Et pourquoi c'est comme ça? Parce qu'on est différent. Parce qu'il est Kenegdo. Il est contre moi depuis le départ, c'est pas sa nature. Lui, il aime jouer au foot et moi, j'aime bien, je sais pas moi, pas de même nature. Donc le problème, c'est quoi? C'est comprendre la différence de nature que nous avons. Ça va? De comprendre les besoins de son mari, de comprendre les émotions de son mari, de comprendre son Yetzirah, son Yetziratov. Il faut sensibiliser en tant que femme. Vous avez compris ça? Et l'homme, pareil. Comme si que quoi? Comme si qu'il y avait une potentialité masculine chez une femme. Il y avait une potentialité féminine chez un homme. Zachar ou Nekeva Baraotam, c'est qu'il a pensé créer Hachem. Donc il a créé un être masculin-féminin. Mais l'homme est l'homme de façon masculine, mais il porte un féminin. Le choix du féminin, le choix de sa femme, pourquoi il est tombé amoureux d'elle et il y en avait des millions? Pourquoi c'est elle qui l'a épousé? Pourquoi? Comment? Il a choisi. Parce que ce féminin qui est en face de lui, c'est son féminin à construire. Zachar ou Nekeva Barotam. Allah Bemarshava, il était montré l'esprit d'Hachem de créer un être masculin et féminin. Le but à atteindre, c'est que on devienne masculin et féminin. Mais qui c'est qui va aider un homme à devenir, à être sensible à cette partie féminine de lui qui dort? Ben, c'est sa femme. Sa femme qui est en face de lui. Elle est en face de lui, mais il faut qu'elle pénètre l'homme, c'est-à-dire qu'elle soit capable d'exister en l'homme jusqu'à qu'il n'y ait plus d'écran entre la femme extérieure et la femme intérieure. Ça, c'est l'objectif de toute une vie. Est-ce que l'Yitzhak va s'acharner? Évidemment. Pourquoi il va s'acharner? Vous savez pourquoi? C'est sensible. Bah oui, parce que la Neshama, elle est masculine, féminine. Quand la Gemara dit là-bas dans Nida, 40 jours avant la conception du garçon, Bat Ploni les Ploni. Cette fille là-bas, elle correspond à cet enfant. Ça va? Mais en vérité, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils étaient ensemble. Ce féminin et ce masculin étaient ensemble. Seulement, on l'a détaché de son féminin pour lui donner naissance. Mais on lui dit, ta femme, c'est elle. La femme que tu vas un jour épouser, c'est elle. C'est vrai? Quand on est sous la choupa, on n'est pas construit pour être masculin-féminin, puisqu'on est complètement masculin et l'autre, elle est complètement féminine. Et donc, on se donne le droit d'arriver à atteindre ce qu'on devait atteindre, ce qu'on était au départ, qu'on a séparé, ça va, qui était d'être masculin-féminin. Oui, vous comprenez ou pas? Donc, quand un homme, il atteint son féminin par son épouse, il devient complet. C'est ça la shlemut. Il devient ce qu'il aurait dû être, c'est-à-dire masculin-féminin depuis le départ. Cette neshama, elle est masculine. Comme si cette partie de soi-même, cette inconscience du féminin, elle était à construire avec son épouse. Et vous, c'est pareil, à l'inverse. Ça va? Qu'il ne faut pas qu'il y ait quelque chose qui fasse écran entre ce que vous êtes, de ce que vous devez devenir avec votre mari. L'otov yod levado, ça n'est pas bon d'être seul. Qu'une femme, elle ne peut pas rester femme, seule, et un homme ne peut pas rester homme seul. On ne parle pas de solitude. On parle d'être seul, ça veut dire de se contenter de ce qu'on est. Non. Parce que ce que vous vous contentez d'être, c'est ce qu'on vous a donné, ça ne nous intéresse pas. Hachem, il veut qu'on devienne quelque chose. Et le but à atteindre, c'est ça le Shalom Bayit. C'est mettre de l'ordre dans ce désordre. Parce que c'est en face de vous, c'est d'une proximité incroyable, mais c'est à des kilomètres de vous. C'est à construire. Il faut qu'on soit capable de ressentir, de comprendre. Et là, on va commencer à comprendre, en rentrant dans une logique de couple. Ça veut dire qu'on est obligé de comprendre l'autre, parce que sinon, c'est contre soi.
Je suis obligé, on ne parle pas de faire des concessions, de supporter, on ne parle pas de ça, on parle de comprendre, de ressentir. Comment on va dire, il faut que vous analysiez comment un garçon il raisonne, comment un homme, quand vous voyez des enfants dans la cour, un garçon il est dans la cour, il veut courir le plus vite, et il veut se bagarrer, il veut machin. Une fille elle joue à la marelle ou elle joue à les poupées. On n'a rien à voir, hein, vous avez compris. Mais l'enfant que vous voyez dans la cour, c'est le même qui est votre mari, c'est le même. Hein. T'as vu comment on a fait vite, on est arrivé vite là, t'as vu, c'est pareil, c'est le même garçon qui voulait courir vite mais à la maison, il dit, t'as vu, et il attendait que vous disiez, bah oui, t'es super. Et c'est pareil, comme à la cour de l'école, c'est auto d'avoir, c'est la même chose. L'enfant que vous voyez dans la cour, c'est le même qui est votre mari, c'est le même. Seulement, il a grandi. Bon, il a pas envie de jouer à la marelle, il a pas envie de jouer à la course, il a envie de jouer, à être le meilleur dans son travail, etc., etc. Mais c'est la même chose, on est dans la compétition, un garçon est dans la compétition. Une fille, elle n'est pas dans la compétition. Ça va ? Donc il faut comprendre ces phénomènes masculins. Il faut comprendre ce que résorbe le masculin. Parce qu'on a besoin, on ne veut pas rester des Françaises en Chine. On veut s'acclimater à l'endroit où on vit, la personne avec qui on vit. C'est obligatoire. Donc si vous ne comprenez pas votre mari, vous allez rentrer dans un conflit. Si vous voulez défendre vos intérêts, vous allez rentrer dans un conflit. Si un homme il veut rester un homme, il va rester un homme, il va être en concurrence permanente avec son féminin, tout le temps, c'est impossible autrement, c'est contre soi. Et s'il ne veut pas s'acclimater, il va en souffrir, c'est comme ça. Vous avez compris ? Donc le problème il est là. Est-ce que je suis d'accord ? Oui, c'est ça d'être... C'est comme avec vos enfants. Si vous réfléchissez comme des adultes avec des enfants, ça ne marchera pas. Donc ils montent sur la table, ils cassent des verres, mais c'est pas, on en a passé depuis longtemps ces choses-là. Mais je m'acclimate, je sais que c'est un enfant, je sais qu'il est petit. Vous avez compris ? Donc je m'adapte à la situation, je comprends l'enfant, il a envie de ce petit cadeau, ça lui est adapté, une fille elle veut un autre cadeau, ça lui est adapté, je m'adapte en fonction du besoin des gens, ça va ? Mais je comprends la nature, je comprends les émotions, je comprends le niveau intellectuel, je comprends tout ça, j'analyse et j'absorbe et je vis avec. Vous savez, si un mari, il arrive à devancer les besoins de sa femme, elle serait heureuse. Elle dit, j'ai un peu besoin de lui dire, il a compris. Mais qu'est-ce qu'il a fait en fait ? Il a compris, il a analysé, il a ressenti, et il sait qu'elle a besoin de ça, il devance parce on devient féminin, vous comprenez ? Comme si que l'objectif à atteindre, c'était d'arriver à être masculin-féminin. Très important que vous compreniez ce principe-là. Sinon, c'est contre soi, c'est obligatoire. C'est comme si vous restiez en Chine, française en Chine, où les gens ils restent français en Israël, ils parlent pas l'hébreu, ils parlent pas machin. Ils connaissent personne, ils essaient de côtoyer des gens qui sont un peu comme eux, mais c'est l'enfer. C'est pareil. Donc on souffre de quoi ? De rester soi-même. On souffre de vouloir rester femme. Parce que les gens vont mal comprendre que mettre de l'ordre, c'est, vous savez qu'on va partager les tâches. On met de l'ordre. Bon, tu es une femme, tu t'occupes de ça, moi je ne sais pas m'occuper, moi je ne change pas les couches, tu t'occupes de ça, et moi je m'occupe de ça. On met de l'ordre. Ouais, c'est ça, on met de l'ordre. Bon, mais c'est pas ça. Hein. Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'on fait ? En fait, on cohabite ensemble. On a créé une organisation dans laquelle on cohabite. Il n'y a pas de problème. Non, on veut exister ensemble. C'est pas pareil. On veut échanger ensemble. On veut partager des choses ensemble. On veut vivre ensemble. Ça n'a rien à voir. Vous avez compris ? C'est pas comme dans une entreprise, toi tu fais ça, t'as la secrétaire, t'as le truc, le vendeur, les machins. Bon, bah si tout est bien organisé, c'est bon, ça marche. Mais est-ce que vous avez une forme d'affinité avec les gens ? Non. C'est juste que l'entreprise, elle fonctionne. Le couple n'est pas une entreprise. Il faut que ça vive. Ça va ? Toute situation de vie, elle est là pour nous faire exister ensemble. C'est très important que vous sachiez que mettre de l'ordre, c'est pas Hasvé Shalom, organisation d'une maison. On va mettre les meubles ici, mon mari, il m'aide à mettre les meubles, ma femme, elle m'aide à ranger les choses. Non. Ça, c'est de la cohabitation, c'est pas ça qu'on veut. Nous, on veut coexister, on veut partager, on ne veut pas être seul. J'ai envie que mon épouse, elle fasse partie de ma vie. Je veux que mon mari, il fasse partie de ma vie. Voilà. Mais pour ça, il faut qu'il comprenne, il faut qu'il soit sensible à ce que je suis, il y ait une écoute particulière qui fasse que. Il faut des fois mettre des gants parce qu'il ne raisonne pas comme moi. Moi, il y a des choses qui ne me touchent pas, mais lui, ça le touche. Et, ça me fatigue et tout ça. Non, mais le problème, c'est encore une fois, c'est de s'acclimater. Ça va ? C'est d'arriver à comprendre la différence. Et ça, on adapte la différence dans ce cadre-là. C'est très important que ce soit déjà bien établi dans votre cerveau, que quand on se marie, c'est pas forcément avec soi, c'est contre soi. Oui, et on va se battre contre des différences, on va se battre contre ça. Donc si la personne a compris, ben c'est Zoché, c'est ça, c'est limpide, et sinon, c'est contre soi. C'est logique, c'est contre soi même pour la guerre. Comment ça, il m'a pas compris, il m'a vexé, et en vérité, on ne s'est pas compris du tout. Ça va ? Mais pas compris parce qu'on est bête, on ne s'est pas compris parce qu'on n'a pas le même centre d'intérêt, parce qu'un mot pour l'un veut dire quelque chose et pour l'autre veut dire autre chose. Donc en fait, on n'a pas un problème, on a un problème essentiellement de communication qui passe par
comprendre la nature, comprendre le sens des choses, ensemble. Voilà. Ça, c'est important que ça soit défini au départ. D'accord? Donc ça, c'est ce que je voulais vous dire au départ pour que ça soit clair. Ok. Donc vous avez bien compris qu'il y a deux choses. Ensuite, c'est marqué dans la Torah la chose suivante. Qu'est-ce qu'a fait Hachem? Donc il a créé tous les animaux. Vaikra Adam, Shemot Lechol Abema. Il a demandé à Hachem à ce que l'homme il donne des noms aux animaux. Ça va? C'est marqué. Vaïtzer Elokim et Adam Kol Chayet Asadeh. Donc il a créé Hachem l'homme et tous les animaux de la terre. Of Hachamim pour les volatiles. Vayavé El Adam, il les a apportés à l'homme. Lirot Ma'ikralo. Pour savoir comment il allait les nommer. Vechol Hashem Ikralo Adam, Nefesh Chaya ou Shebo. Et tous les noms qu'aurait donné Adam aux animaux, ça aurait été leur nom. Alors il faut bien comprendre que le nom que donne Adam, c'est pas dire tiens on va appeler ça un cheval, l'autre on va appeler ça une jument. Là. Non, c'est pas ça. C'est que le nom en hébreu, c'est l'essence des choses. Il a su définir l'essence. Donc il a compris l'essence de l'animal, masculin, féminin. Et lui il s'est dit mais je comprends pas. Mais je vois qu'il y a du féminin partout, j'en ai pas. Donc, Vaikra Adam Shemot Lechol Abemol ou Lechol Asadeh, ou l'Adam le Matsa Ezer Kenegdo. Mais lui dit, mais il n'a pas trouvé pour lui. Donc il s'est interrogé, il dit, mais c'est pas normal. Et quand il a posé la question, parce qu'il s'est étonné que lui n'ait pas de féminin, Vayapel Elohim Tardema al Adam. C'est là qu'Hachem il a endormi l'homme. Ça va? C'est là qu'Hachem il a créé le besoin, à partir de la définition que l'homme donne aux éléments. Il comprend que chaque essence, elle est masculine, féminine, mais lui, il n'a pas de féminin, il ne comprend pas ce qui lui arrive. Alors, à partir du moment où il le demande, alors on l'endort. Ça va? Elle était où, sa femme? Elle était en lui. C'est intéressant, hein? Ah, on lui dit qu'il était seul. C'est-à-dire qu'il n'a pas conscience de son féminin. C'est important de comprendre ça. Et deux, ça veut dire que le besoin de se marier, c'est un besoin qui est intrinsèquement lié au fait qu'on arrive à un âge où on se dit, voilà, j'ai vu, j'ai nommé, mais je suis de nature à ne pas rester seul. Oui, et donc on a ce besoin qui est là, et donc là, Hachem le met en tardema, c'est-à-dire il le met en sommeil. Vaïshan, Vaikach, Achad Mitzal Otav. Ça veut dire quoi, Achad Mitzal Otav? On traduit, alors une de ses côtés, mais Rachid il ne dit pas comme ça, un de ses côtés. Il dit, c'est ce que rejoint le Midrash, il disait qu'il a pris son côté féminin et il l'a mis face à lui. Vaïskort Basar Tartena. Hachem Elohim et Tatsela, Hachalakam et Adam, Leisha, Vaïvi Adam. Donc c'est-à-dire que l'homme, il avait une potentialité de féminin dont il n'avait pas conscience. Hachem lui a retiré et lui a mis en face de lui. Ça va? Donc son féminin à construire, c'est sa femme qui est en face de lui. Ça va? Vaïmer à Adam, et donc sur ce l'homme a dit Zot apam etzem ma'atzamai. Zot apam, cette fois-ci, c'est l'os de mes os, ou basar mi besari. Les zot ikare isha. Celle-ci, je l'appellerai isha. Alors Rachid dit qu'il a été avec tous les animaux. Ouais. Mais c'est marqué que basar mi besari, elle est le etzem ma'atzamai, les os de mes os, la chair de ma chair. Les zot ikare isha. Pourquoi? Ki me ish lukach nazot. Car de l'homme, elle a été prise. Comment il s'est appelé jusqu'à présent, l'homme? Hein? Adam. Et tout à coup, il s'appelle Ish. Mais pourquoi il s'appelle Ish? Il a changé de statut. Hein? Il a changé de statut. Comment ça se fait? Et il appelait cette femme Isha parce qu'elle découle de Ish. Il s'appelle une fois Adam. Hachem, il a fait appel à l'homme pour nommer les animaux. Adam. Jusqu'à maintenant, on l'appelle Adam. Et lui, il dit, mais ma femme s'appelle Isha parce que je m'appelle Ish. Pourquoi il a changé de nom? Oui, mais c'est bizarre. C'est quoi la connotation de Ish? C'est quoi la différence entre Ish et Adam? Hein? Ouais, mais ça veut dire quoi? C'est ça qu'il faut comprendre. Parce que Adam, ça vient de Adam à la terre. Ouais. La femme, c'est plus spirituel. C'est vrai. C'est détaché genre de la terre. C'est vrai. Ça veut dire que ça lui permet d'être Ish et Isha. C'est ça que vous voulez dire. C'est vrai. C'est bizarre qu'il s'est appelé Adam, non? Quand Hachem est marqué dans le Midrash Rabbah, hein, il a dit comme ça. Hachem il a dit nomme les animaux. Donc il a donné les noms à chaque animal. Il a compris l'essence de chaque animal. Après il lui a dit, moi comment je m'appelle? Comment tu m'appelles? Il t'appelle Adon avec un Yud, parce que tu es Adon Olam, tu es le maître du monde. Il dit, toi comment tu t'appelles? Il dit, je m'appelle Adam. Pourquoi? Chez Nivreti Mina Adama. J'ai été créé de la terre. C'est quoi la terre dans l'homme? Son corps.
Vaïpar be'apav nishmat chaim. Hachem, il a insufflé un souffle de vie dans l'homme. C'est quoi le souffle de vie? Hein? Un neshama qui lui permet. Hein? Bah, Rachid, il dit là-bas, juste avant dans la paracha, il dit comme ça, Rachid. Il s'est levé. Hein? Il s'est levé. Ah, de quoi? Qu'est-ce qu'il a rajouté, Hachem? Très intéressant, c'est marqué comme ça. Marqué Vaïtzer Hachem Elohim et Adam. Hachem a créé l'homme. Afar mine Adama. À partir de la poussière de la terre. Vaïpar be'apav. Il a insufflé dans ses narines Nishmat Chaim, un souffle de vie. Vaï Adam le Nefesh Chaya. Il est devenu un être vivant. Bon. Rachid dit comme ça. Rachid dit Nefesh Chaya. Afa Behema Vechaya. Même les animaux domestiques et les animaux sauvages. Nikraoud Nefesh Chaya. Aussi s'appelle des êtres vivants. Après on appelait un homme être vivant. Il dit non, Zo, il dit Arzo, Shaladam, Chaya, Shebakulan. En fait, l'homme, il est le plus vivant de tous. Shenito Savbo Dea Vidibo. On lui a rajouté Dea, de la connaissance, la capacité de savoir, et Dibour et la parole. D'exprimer la pensée. Ça va? Vous avez vu comment Rachid raisonne ou pas? Il dit, ah, mais tous les êtres animaux, si on les appelle des Feshraya. Et on appelait l'homme des Feshraya. Donc qu'est-ce qu'il a de spécial, l'homme? En plus de l'animal, qu'est-ce qu'il a? C'est un animal. On dit non, il peut parler, il peut penser. Vous avez vu comment ça marche ou pas? Qu'est-ce que c'est qu'un être humain alors? C'est quoi un homme? Un homme, c'est un animal. Mais qui en plus de l'animal, il a la faculté à penser. Et il a la faculté à dire. Mais c'est un animal ou pas? Ben si, c'est marqué Nefesh Chaya. Il dit mais la différence entre lui et les animaux, c'est-à-dire qu'on ne voyait pas la différence quoi. C'est incroyable. Que l'être humain est un animal. Mais il a un animal qui peut dompter son côté animal grâce au fait qu'il puisse penser et dire ce qu'il pense. C'est fou quand même. C'est-à-dire que s'il ne pense pas... C'est ok. Donc il a dit je m'appelle Adam. Adam c'est quoi? Adama. Mais attendez, il a son corps, il a sa neshama. C'est quoi qui est plus valorisant? Qu'est-ce qui fait la différence? On vient de dire dans Rashi. C'est quoi la différence? C'est qu'il a le dibour et il a la mahashava. Ça vient de quoi ça? De Vaïpar, Be'apav. Il aurait dû s'appeler comment, Adam? Il aurait dû s'appeler comment? Neshama, Dibour, tout ce qui valorise l'homme. Et comment il s'est appelé? Mais pourquoi il s'est appelé Adama? Mais Adama, c'est son corps. C'est l'outil qui permet d'articuler la pensée et le... Comment vous dire? La pensée et la parole. Il n'aurait pas dû s'appeler Adam, il aurait dû s'appeler... Neshama, Mahashava, je ne sais pas moi, Dibour, je sais pas moi. Tout ce qui le différencie d'animal. Pourquoi il ne s'est pas défini comme un être vivant, penseur? Il s'est dit, je m'appelle Adam, Adama. C'est bizarre quand même, non? Pourquoi c'est comme ça? Parce que tant qu'il n'a pas eu sa femme, il pouvait être que Adam. Mais il était seul au départ. Donc il avait une conception très large des choses. Il voyait tout, il comprenait tout. Vous voyez donc? Mais il dit, oui, mais je m'appelle quand même Adam. Pourquoi il s'appelle Adam? Il va parler avec qui? Hein? Adama, il aurait dû dire non, je suis quand même un être supérieur. Je m'appelle Mahashava, Dibour, je sais pas ce que vous voulez, oui. Mais bon, en plus de ça, moi, c'est vrai, j'ai un corps, ça va, mais c'est pas ça qui est l'essentiel de sa vie, non? Et il s'appelle Adama, c'est bizarre quand même. Pourquoi il s'appelle Adam? Hein? Qu'est-ce que c'est Adam? Pourquoi il a dit Adam? Il a dit je m'appelle pensée, je m'appelle parole, je m'appelle voilà. Mais bon, j'ai un corps, c'est superflu le corps dans sa vie à lui, non? Pourquoi il s'est défini comme un être Adama? Ah non, parce que Adam, il y a les deux parties dedans. Il y a Aleph et Dam. C'est vrai. Mais il a dit Adama. Adama, ça vient de la terre. Tu vois? Quand vous avez des problèmes, c'est des problèmes spirituels ou physiques en général? Par exemple, quand vous réfléchissez au départ, quand vous décidez au départ, quand vous choisissez votre mari au départ, c'est qu'il ne faut pas qu'il ait de l'argent. Hein. Il faut que ce soit un petit clochard qui vit sous les ponts. Ou bien vous dites non, il faut qu'il ait une bonne parnassa, qu'il vive bien. Est-ce qu'on met l'accent sur quoi au départ? Quand vous décidez, par exemple, je ne sais pas moi, si on doit faire la tfila le matin, vous préférez venir à 9 h ou à 7 h? À quelle heure vous préférez? Bon, mais spirituellement, on préfère venir, il n'y a pas d'heure, spirituellement. Mais pourquoi vous dites, bah attends, 7 h c'est un peu tôt quand même, il faut exagérer. Mais pourquoi vous dites ça? Parce que le premier réflexe, c'est Adama. C'est l'Adama. En vérité, le véritable combat, c'est quoi?
c'est d'élever la Adama. Il a dit c'est pour ça que j'ai été créé. Parce que ce qui va faire frein entre vous et vous, c'est la Adama. C'est la terre qui est en nous. C'est ça le problème. Et elle est prioritaire dans nos vies, la Adama. Parce que ce que vous voyez, c'est de la terre. On ne voit pas Hachem, on ne voit pas tout ça. C'est spirituel, ça ne se voit pas. Donc le premier réflexe qu'on a, il dit, mais moi je m'appelle Adam. Pourquoi? Parce que tout mon travail, c'est d'affiner cette terre. C'est d'arriver à éliminer ce qui m'empêche d'être moi-même. Mais c'est la terre qui vous empêche d'être vous-même. C'est le Adam, Adama. Il aurait préféré être riche. Mais il dit, en fait, cette femme s'appelle Isha. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle, elle va me permettre d'être un homme. Isha Esh. Bon. Maintenant, il y a une Gemara dans, vous savez, il y a une Gemara dans Sota Daf Yud Zayin. La Gemara dit là-bas, hein, que Darash Rabbi Akiba. Rabbi Akiba, il a fait une dracha, qui est connue. Il a dit Ish Veisha. Ish Veisha. Un homme et une femme. Ish Veisha. Là-bas, c'est marqué que si un homme est un homme, il y a le Yud dans le Ish, Aleph, Yud, Shin, et il y a un He dans la femme, Aleph, Shin, He, oui, alors Shechina Benehem. Le nom d'Hachem est parmi eux, et donc la Shechina se retrouve parmi eux. Mais sinon, hein, Esh Ochaltan, en français, Esh Ochaltam, le feu les dévore. S'il y a la Shechina entre eux, alors super, et sinon, le feu les dévore. Et dit la Gemara Marava que le feu de la femme, il est plus fort que celui de l'homme. Pourquoi? Parce que Aï Mistaref, Veil le Mistaref. Celui-là s'associe et celui-là ne s'associe pas. Alors Rachid explique pourquoi. Parce que dans Isha, il y a Esh, il y a le feu et il y a le He. Il y a déjà du feu. Et dans l'homme, ben, il n'y a pas de feu. Il y a un Yud entre les deux. Donc la femme, elle a un feu plus fort que l'homme. Ça va? Et c'est ce feu-là de la femme qui va manger son mari. Aesh Ochaltan. Ça peut expliquer le Kenegdo, le contre-soi. En tout cas, il en reste qu'une femme, elle est beaucoup plus sensible qu'un homme. Elle attend plus d'un homme. Elle est comme si Rachid il explique là-bas, qu'une femme, elle est dans les émotions telles que si son mari, il ne s'accorde pas avec elle ou il ne la respecte pas ou quoi que ce soit, elle est virulente contre son mari. Le Esh les dévore. Mais c'est quel feu? Le feu qui est dans la femme. Ça va? C'est quoi le feu? C'est quoi ce feu là-bas? C'est quoi le feu de la femme et le feu de l'homme? Hein? C'est quoi le feu? C'est quoi? Hein? Il y a marqué Esha Ish. Il dit, non, je m'appelle Adam. Ouais, mais quand il a recouvert sa vie, il dit, non, je m'appelle Ish maintenant. Et tout à coup, il a du feu. Ouais. Mais qui est séparé par un yud. Mais la femme, elle s'appelle Isha. Elle a un feu beaucoup plus fort. C'est quoi ce feu là? C'est dans Ish et Isha, il y a Aleph et Shin. C'est quoi la nature du feu de la femme? C'est quoi la nature du feu de la femme? Quand vous dites, s'il y a la shrina entre eux, la shrina Benehem, entre la shrina, la présence divine, alors ils seront très épanouis, mais sinon c'est la guéguerre, c'est le Esh. Esh contre Esh, ça veut dire quoi? Et la femme, elle porte du feu, elle. Alors elle est folle, la femme elle est folle, quoi, depuis le départ, quoi. Hein? Ça veut dire quoi qu'elle a du feu en elle, la femme? Isha, elle a déjà du Esh, la femme. Ça veut dire... C'est quoi ce feu? Quand on a pris Abraham Avinu, on lui dit c'est simple, soit tu fais Avodazara, soit je te jette dans la fournaise. Il a brûlé ou pas? Non. Quand Chana Mishav et Azariah, c'est pareil, il n'a pas brûlé, bizarrement. Comment vous dire? Quand on a demandé à Moshe Rabbeinu, on lui a appris les halachot des kétoret, des encens. On lui a dit, tu sais quoi, le Kohen Gadol, il va rentrer dans le Kodesh HaKodashim et il va brûler des encens sur un autel, un misbéach, qui est fabriqué de bois et d'or. Ouais, couvert d'or. Ça va? Bon. Il a brûlé l'autel. L'or a fondu. Il a fondu l'or. Hein? Non. Non. Bizarrement, non, il n'a pas fondu. Bizarre, c'est... comment on va dire? Quand Hachem il s'est présenté à Moshe Rabbeinu, dans le buisson ardent, est-ce qu'il a brûlé le buisson? Bizarre. À Hanouka, on a allumé des bougies, on a allumé des nérotes, ça va? Il y avait de l'huile et il y avait du feu. Le Nes, le miracle, il est dans l'huile qui n'a pas brûlé. Parce que si vous faites brûler de l'huile, le combustible c'est l'huile, bah, quand le feu il anime la flamme, il va pomper de l'huile, ouais, pour continuer à brûler, n'est-ce pas? Donc qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Donc l'huile elle va diminuer.
puisque l'énergie, le combustible, c'est l'huile. Et là, hein, ça n'a pas bougé pendant 8 jours. Mais le nes, le miracle, il est dans l'huile qui n'a pas été consumée ou dans le feu qui n'a pas brûlé? Le nes de Hanouka, il est dans l'huile qui n'a pas diminué ou dans le feu qui n'a pas brûlé l'huile? Le nes est dans l'huile ou dans le feu? Hein? Les deux. Dans l'huile. Bah oui, qui a pas diminué. Il est resté de l'huile. C'est l'huile. Dans l'huile, ok. En vérité, le nes est dans le feu. C'est quoi le feu là-bas? C'est qui le feu? Le feu, c'est Hachem. Le feu du buisson ardent. Il y a combien de feux? Mais il y en a 2. Il y a le feu que vous avez à la cuisine, hein, quand vous grattez les lumettes. Il ne faut pas garder trop longtemps les lumettes, ça brûle. Ça va? Donc ça brûle, ça consume et ça consume. Et ça brûle. Ça, c'est le feu qu'on a. Il y a un autre feu, celui d'Hachem. Il brûle, mais il ne consume pas. Il brûle, mais il ne consume pas. Il est où ce feu? Il est dans le Hesh de la femme, mesdames. L'émotion spirituelle que vous avez, c'est le feu d'Hachem. Il est plus fort chez la femme que chez l'homme. Hesh. Si ça n'est pas respecté, ce feu les dévore. Ça veut dire quoi ça? Si tu ne respectes pas ce que je suis, je te mange. Ça vous dit quelque chose ou pas? Ça veut dire que la frustration, c'est ça le feu qui dévore. Si tu ne me reconnais pas, et chez la femme, c'est plus fort que chez l'homme. Mais c'est un feu spirituel. Tu m'as rien fait en fait. Tu m'as juste pas respecté, tu m'as juste pas... Tu ne respectes pas mon féminin. Chez la femme, c'est plus fort que l'homme. Donc si, quand je ne respecte pas le feu, ça me dévore, donc qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que je sois accepté, que j'ai la shrina entre nous? C'est quoi la shrina entre nous? Ce serait quoi la shrina entre nous alors? Avoir une belle bibliothèque à la maison, c'est quoi? C'est quoi la shrina entre nous? Hein? C'est quand il y a l'union. C'est quoi? C'est quoi? C'est qu'on cherche à comprendre. Il y a un feu chez l'homme et un feu chez la femme. C'est pas même nature a priori les 2 feux, ça va? Mais il faut qu'on arrive à les faire coïncider. Mais comment? Ben, Shechina Benem, il faut qu'il y ait un Yud dans l'homme et un He dans la femme. Ça va? C'est marrant que le He, c'est la moitié du Yud. C'est marrant quand même, non? Non? Et c'est 5. Comme c'est que l'homme, il retrouve la moitié de soi-même chez elle. Mais qu'est-ce qu'il recherche? C'est quoi Ezer Kenegdo? C'est quoi son aide? Ben, c'est une aide spirituelle. Comme si que je devais construire cette partie féminine en moi en tant qu'homme. Et une femme, elle doit m'aider à construire cette partie de moi qui n'existe pas. Qui est cette partie féminine qui est plus forte que celle que je porte. Vous avez un rôle. Parce que le Hesh de la femme, il est plus virulent, dit l'Agmara. Ça veut dire quoi pour vous? Ça veut dire qu'une femme, elle porte du feu spirituel qui est très fort, pour ce qu'elle a moins de mitzvot. Pourquoi vous croyez qu'on avait, vous avez moins de mitzvot que nous? Vous avez plus d'émouna naturellement que nous? Pourquoi? Parce que ce feu, il est plus fort. Et pourquoi il est plus fort? Parce que vous n'êtes pas né de la terre. Vous avez compris? Vous êtes né de quelque chose qui est déjà élaboré. Vous êtes né ou détaché d'un être qui était déjà masculin, féminin, ou bien vous êtes créé à partir de quelque chose qui avait déjà une neshama. L'homme, il est parti de la terre. Il est né de la terre. Après, on lui a insufflé un souffle de vie. Ça va? Qui est la neshama. Mais vous êtes né de quelque chose qui avait déjà une neshama. Mais ça veut dire qu'il y a quelque chose dans la femme qui est très important à comprendre en tant que femme. C'est que vous avez quelque chose de spirituel qu'il faut défendre. Mais qu'il faut construire. Ouais, c'est ça. Et ça se construit de l'intérieur, ça. Ça veut dire que vous avez quelque chose de spirituellement très fort. Et que quand c'est pas respecté, Aesh Ochaltan, le feu les dévore. Ça veut dire que la dispute, en fait, elle est issue de quoi? D'une mauvaise compréhension de la partie féminine. C'est là qu'on est en conflit, en fait. La frustration féminine ou masculine, c'est de ne pas accepter mon feu. Tu m'as pas comprise. Tu m'as pas accepté tel que je suis. Tu ne me comprends pas, etc., etc. Oui? Tu n'as pas fait le travail, en fait, que tu devais faire. Mais les gens ne sont pas au courant de ce qu'il faut faire. Quand les gens se marient, ils disent, voilà, on va fonder un foyer, on aura des enfants. Ils ne pensent même pas à tout ce que je vous dis, hein, c'est même pas réfléchi.
Mais c'est ça qu'on attend de chacun, vous avez compris? Vous avez quelque chose à apporter à l'autre. C'est très important que ça soit bien conçu au départ. Ça va? Mais c'est ça le feu de la femme. Il y a quelque chose de très puissant, de divin en vous, qui doit, à ce que ou votre mari ou vous-même soyez capable de comprendre que vous avez un hé. Petite parenthèse. C'est marqué dans la paracha de Bereshit, c'est marqué Ele toldot shamayim va'aretz. Voici les dérivés du ciel et de la terre. Be'ib baream. Lorsqu'il les a créés, on parle de l'univers. Beyom asot Hashem Elokim v'aretz shamayim. Be'ib baream, la Gemara, le Midrash dit Behe baram. C'est quoi Be'ib baream? C'est la contraction de Behe baram. Par le He, il les a créés. Le He qu'on retrouve chez la femme. Ça va? Là, c'est quoi ce He? C'est-à-dire qu'il a créé le monde avec la lettre He. Ça va? Est-ce qu'il a créé le monde avec la lettre E, Hachem? C'est marqué dans les Pirkei Avot. Ben, Asara Ma'amarot Divra Olam. Le monde a été créé par 10 paroles. Vayomer Elokim, Vayior, etc. Vayomer. Il n'a pas dit qu'un E, il a dit beaucoup de mots. Oui? Pourquoi hein, on nous dit que d'un côté, il a créé le monde avec des paroles, et là, on nous dit qu'avec une seule lettre, il a créé le monde? Alors, Akbar, dans Benachot, explique comme ça. Le He, en vérité, c'est la structure. La structure du monde. Ça veut dire la structure. Ça veut dire que c'est un toit avec un mur et un petit mur. On peut échapper à la vie. On peut re-rentrer dans la vie. On a le droit de rêver. Vous avez le droit de rêver. Mais parce que, comment ça se fait que j'ai le droit de rêver? Parce que je peux échapper. Je peux sortir de la structure. Mais je peux rentrer. Je peux rentrer, sortir par la grande porte et rentrer par la petite porte. Mais si le monde était fermé, on n'aurait pas pu rêver. Ça aurait été très cartésien, très rigoureux, on n'aurait pas eu le droit de sortir de l'espace dans lequel on se trouve. Vous comprenez? On n'aurait pas pu échapper au choix de vivre. Parce qu'on est obligé, vous avez compris, c'est comme ça, c'est fermé. Mais ce et on le retrouve chez la femme. C'est avec la liberté exprimée par le choix, il est dans la femme. Le véritable sens de liberté, il est issu de la femme. Il y a une kidoucha spéciale dans la femme. On est juif par sa mère. On est sorti d'Égypte par le mérite des femmes. Il y a quelque chose de très fort, d'accord, de très spirituel chez la femme. Après, plus tard, on expliquera qu'est-ce que ça veut dire. Mais vous compreniez que vous avez un rôle essentiel. Ça va? Dans votre couple, on n'est pas là pour conjuguer nos vies, organisation de sa vie. Il faut bien réfléchir que la cellule familiale, c'est une cellule qui doit se construire dans le but d'atteindre le Olam Haba. Ça va? C'est ça l'esprit du départ. Donc Hachem, qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé un homme et une femme, dans l'objectif d'atteindre ce niveau. Ça va? Donc le seul objectif qu'on doit atteindre, il est spirituel. Quand je dis spirituel, c'est pas de la synagogue, c'est de construire des notions spirituelles. Que vous viviez du spirituel, vous ressentiez des choses qui vous font grandir spirituellement. Vous ressentiez des valeurs, c'est ça que je veux vous dire. Et ça se construit en couple essentiellement. Parce que la personne que vous avez aimée le plus dans votre vie, c'est votre mari. La personne que vous, la femme au monde qu'on va aimer le plus, c'est sa femme. Tout se construit dans ses valeurs. La femme la plus exprimée chez l'homme, c'est sa femme. Et l'homme, c'est son mari. Il n'y a pas plus que ça, non? Donc ça veut dire qu'il faut bien comprendre ces notions-là. Et on risque de perdre l'essentiel ou de construire l'essentiel. C'est vous qui décidez. Mais sachez que vous avez quelque chose d'émotionnellement très très fort et puissant qui vient d'Hachem, qui est construit et qui est soumis à votre volonté qui est dans vous et qui est en vous. Ça s'appelle le Hesh. Il y a du Hesh, il y a du feu, il y a du divin. Shekhinah B'Elohim, c'est juste de comprendre comment on va faire l'adéquation entre Hachem et nous. On étudie la Torah pour trouver cette adéquation. Mais avant de commencer à étudier la Torah, Imen derech eretz, en Torah. Si vous n'avez pas de savoir-vivre, ça commence même pas. Mais du savoir-vivre, c'est de comprendre la nature des choses, c'est de comprendre la logique des choses, c'est le savoir-vivre. Donc quand on rentre chez les gens, on amène des fleurs, on ne monte pas sur la table, c'est comme ça. Donc on comprend la nature, c'est comme ça. Donc ça veut dire qu'il faut comprendre tout ça. C'est le savoir-vivre qui nous amène après. Après, vous allez rentrer à la Torah, la Torah va élaborer ce que vous avez déjà établi au départ. Mais il faut d'abord du derech eretz, c'est comme ça. Vous avez compris? Donc c'est la pudeur, toutes les valeurs féminines qui construisent l'être. La Gemara dans Yuma, elle dit que Kimchit, qui était une femme tzadékette, elle a eu 7 enfants Kohen Gadol. Exceptionnel. Il y a 7 enfants Kohen Gadol. Et la Chachamim, ils ont dit, mais comment tu as eu ce mérite? Il dit, jamais les poutres de ma maison n'ont vu mes cheveux. Ça veut dire qu'elle avait une pudeur fondamentale énorme. Ça va? Mais pour dire quoi? Le Maral, il explique là-bas. Parce que la pudeur d'une femme, ça crée de la Gdusha. On n'est pas à l'extérieur de soi, on est dans l'intérieur de soi. On comprend l'intérieur. Un tzaddik qui cherche une tzadékette, c'est quoi une tzadékette? Une femme sanoua, une femme unique. Un rachat, il cherche une femme qui est extérieure.
Lui, il est déjà extérieur, il cherche une femme qui ressemble à ce qu'il est. Non, on ne cherche pas quelque chose qui nous ressemble. On cherche quelque part quelque chose qu'on n'a pas. Je n'ai pas de pudeur. Les hommes ne sont pas pudiques. Les hommes, ils coupent des têtes. Ça va? Les hommes, ils cambriolent des banques. J'ai jamais vu des femmes, allez, on va faire un coup, allez, venez, on va tous se mettre là avec nos mitraillettes et on va. Non, il y a une certaine forme de pudeur. C'est comme ça, une femme, elle est pudique, elle a des valeurs que l'homme n'a pas. Elle les a naturellement, hein, elle n'est pas violente, elle n'est pas. Vous avez compris, l'homme, donc il y a une forme de vulgarité dans l'homme qui doit être affinée. Mais ça, c'est le edge de la femme. Vous avez compris ça? Et ça, c'est s'affiner, c'est devenir. Quand on est sensible dans la vie, quand on étudie la Torah, si on n'est pas sensible, on ne comprend rien. Mais d'où vient la sensibilité? Elle est plus forte chez la femme que chez l'homme. Donc on s'investit de cette sensibilité féminine pour arriver à comprendre des textes, à comprendre des choses. Je pose des questions différentes parce que la vision, elle passe par des émotions. Mais si vous n'avez pas d'émotion, il n'y a pas de compréhension. Le niveau de compréhension et d'élaboration de votre étude, elle va dépendre de vos émotions aussi. Ça va? Donc c'est très important qu'il y ait cette partie féminine, vous l'avez en vous. C'est vous qui l'avez. C'est vous qui détenez ces valeurs. C'est pour ça que le judaïsme, il passe par la mer. C'est comme ça. On ne peut pas l'occulter, ça c'est comme ça. Donc vous avez une force extraordinaire. Il faut en avoir conscience. Et comment je peux l'exploiter au service de mon mari. Ça va? Ok. Mais pour comprendre ce que je vous dis, il faut comprendre comme ça. Au début, on est des femmes célibataires. Ça va? Bon. Et on rêve que d'une chose, c'est trouver le prince charmant. Bon. Le mari, ben, il est aussi seul, il veut trouver sa véritable femme, il cherche sa femme. Ok? Donc j'ai envie de trouver mon épouse, et moi j'ai très envie de trouver mon mari. J'ai très envie de trouver mon mari. C'est un besoin vital. Ça va? Comme de manger, il faut bien manger. J'ai envie de manger. Je sais pas, je vais pas me laisser mourir. J'ai envie de manger. J'ai envie de boire. J'ai envie de machin. Ok. Ça va? Donc d'avoir envie de se marier, c'est un peu, entre guillemets, d'avoir envie d'autre chose. Bon, mais quand vous avez bien mangé, j'avais envie de manger, j'ai mangé. Donc, dans mon assiette, j'ai encore quelque chose qui reste, j'ai plus faim. Qu'est-ce que je fais de ce qui reste? Je jette à la poubelle. J'avais envie de me marier, je me suis marié. Qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce que je fais avec? J'avais envie de me marier, maintenant j'ai plus faim. Voilà, je suis marié, voilà, je suis marié. Vous avez votre mari? Regardez avant et après. Ben, il avait faim de se marier, il a plus faim. Voilà, maintenant il a trouvé sa femme, il est casé, votre chef. Il a plus faim. Qu'est-ce qu'il fait avec elle maintenant? Il a plus faim. Bon. Ça commence, il construit. Après, il faut faire quoi? Alors, on va voir des enfants. Ouais, on a eu des enfants. On avait faim des enfants, on a plus faim. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? J'ai plus faim. Qu'est-ce qu'on fait? Mais vous avez compris, c'est un truc de fou, quoi. C'est-à-dire, tu as comblé un besoin, bah, tu l'as comblé, tu l'as comblé. Qu'est-ce que tu vas faire de tu vas t'embarrasser d'une femme et t'as fini ton truc. Est-ce que c'est comme ça qu'on doit réfléchir? Alors, comment réfléchir? On doit construire ensemble. C'est-à-dire, mais j'ai pas envie. Construire quoi? De toute façon, j'avais envie de me marier, ben j'ai trouvé mon mari. Voilà, il est là, il est en face de moi. Bon. J'ai plus fini. Donner envie d'aller plus loin. C'est-à-dire, ben voilà, on va aller jusqu'où on va aller. Vous avez des enfants? Vous allez faire quoi? Par là ça. Si on construit pas, Ouais. forcément on va reculer. Donc on reviendra à l'état antérieur. C'est-à-dire quoi construire? Si on qu'est-ce n'évolue que- pas spirituellement Ouais. dans une... Mais comment vous faites? Ça, c'est le principe. Ok, mais comment vous faites concrètement? Je veux du concret. Qu'est-ce que ça veut dire construire concrètement? Torah, mitzvot. D'accord, j'ai compris. Mais Torah mitzvot, vous avez vu que les gens ils peuvent être très religieux, mais ils ont des problèmes de couple. Il faut comprendre ce que ça veut dire, des Torah mitzvot. C'est quoi Torah mitzvot? C'est pas juste être dans le respect pour le respect. D'accord. C'est chercher à comprendre quel est le message Mhm. pour qu'une fois qu'on... Mais moi j'ai envie d'étudier le soir, ma femme elle me dit si tu veux des enfants, tu t'en occupes. Alors, je veux bien, mais ma femme elle me dit écoute mon vieux, si tu veux, tu peux dormir au Beth-Amikdash, c'est pas de problème. Hein. Mais j'ai envie d'étudier la Torah, ma femme elle me dit l'inverse. Ou l'autre elle me dit j'ai envie de faire des courses, non, j'ai mon show ce soir. Attends, mais c'est tout et au contraire. Ça veut dire quoi se construire? C'est ça qu'il faut Des comprendre. concessions. Mais j'ai envie d'aller faire des courses. À Sephora, il y a 95% de réduction sur les parfums. Mon mari me dit j'ai le show ce soir, mais il y en a marre de la Torah, et j'ai envie de m'acheter un parfum quand même. L'occasion, elle est extraordinaire. T'es toujours contre moi, vous avez compris? Mais je veux faire les mitzvot, moi, je veux bien, mais attendez, les courses, oui, tu diras demain, ça va, c'est pas grave. Ça demande du temps. Ça Mais demande- quoi, il faut comprendre ce que ça veut dire. Il y a une démarche intellectuelle à comprendre au départ. Qu'est-ce qu'on recherche? C'est quoi se construire? Il faut comprendre. C'est qu'on n'est pas complet tant qu'on n'a pas rencontré la partie qui va nous Oui. permettre de nous compléter. Très d'accord. Et cette partie-là, elle ne peut s'imbriquer Oui. qu'à partir du moment où le travail commence. Mais Et, ça, attendez, je vous explique. Je veux acheter des parfums. et ben, allez acheter des parfums. Mais non, mon mari, il doit utiliser toute ce la soir. semaine, maintenant c'est Shabbat. Et je parle pas de Shabbat, je parle de... Non, mais j'entends bien, mais... Ouais, j'ai envie d'acheter un parfum. Mon mari, il comprend rien. Il croit que le parfum, c'est pour les. Eh ben, je veux il m'acheter va une acheter bague. il va Je veux m'acheter une bague. Et je veux qu'il m'achète une bague, je veux qu'il me fasse plaisir. Mais mon mari, il comprend pas. Ça veut dire quoi, avoir un solitaire dans le dos?
Je comprends pas mon mari. Il a acheté une voiture, ça sert à quelque chose. Mais tu as une blague, ça sert à quoi? Il comprend pas. On est contre l'un contre l'autre tout en permanence. C'est quoi se construire hein? Il comprend pas parce que j'ai besoin. Quand je lui dis j'ai envie, je lui fais attendez, ça fait 10 ans que tu tapes dans le coude comme ça pour lui dire écoute, on passe devant la bijouterie, tu comprends pas que j'ai envie de. Mais parce que ça, on le comprend pas avant d'avoir intégré le fait que aimer, c'est savoir répondre aux besoins de l'autre. Chazak ou Baruch. Il fallait la presser pour qu'elle. C'est pour dire qu'il faut toujours pec citron à la maison pour. Hein? L'huile et l'olive, c'est ça. Alors où c'est marqué ça? Ah, moi c'est mon frère qui m'a toujours dit. Chazak. Alors je vais vous dire où c'est marqué. C'est marqué là. En fait, c'est marqué comme ça. Je pense que c'est ça que c'est marqué. C'est marqué comme ça. Où est-ce qu'il est marqué ça? C'est marqué et voilà. L'Otov Yotanevado, c'est marqué comment c'est marqué après et voilà. Ah bon, justement. Non, c'est pas là, donc c'est après. C'est marqué Alken, Yaazov, Avish, Ish et Demo. Je vous retrouve pas le pasuk. Oui. D'accord. Voilà. C'est marqué Alken. Marqué Alken. Donc après qu'Hachem il ait créé l'homme, oui, il a marqué Alken, Yaazov, Ish et Aviv et Timo. Il va abandonner l'homme, son père et sa mère. Vedavak Bishto, il se collera à sa femme. Vio les Basarechad, il fera une seule chair. Ça veut dire quoi d'abandonner son père et sa mère? Hein? Est-ce qu'on peut couper un homme de ses parents? C'est un shalom. Donc ça veut dire quoi? Yaazov, Ishavito. Ça veut dire quoi? C'est quoi la synagogue? C'est quoi la synagogue? C'est quoi Yaazov? C'est quoi Yaazov, Ish? Yaazov, Ish, Aviv et Emo. Il abandonne son père et sa mère. Il s'accole à sa femme. Ça veut dire quoi? Vous dites le couper le cordon ombilical. Je vais déjà rester papa-maman toute sa vie, il faut bien qu'il quitte. Mais quitter quoi? Ça veut dire quoi quitter? Je sais pas, quand tu la maman. À vivre et mots. Est-ce qu'on a une misode qui boude à malgré qu'on soit marié? Donc c'est quoi l'azov? Abandonner, c'est dur de comprendre abandonner. C'est moi, il y a la priorité, c'est le mari maintenant. C'est vrai, ce que vous dites, c'est vrai. L'homme, on parle de la femme ou de l'homme dans le texte? De l'homme. On dit l'homme, il doit se connaître sa femme. Il doit abandonner son père et sa mère, oui. Ça veut dire que sa mère, elle doit le laisser partir. Ça y est, il a trouvé une autre femme. C'est la belle-mère qui parle. Ouais, c'est vrai, c'est un bon conseil, c'est vrai, c'est vrai. Mais c'est pas marqué la belle-mère, il y a marqué. Non, il y a marqué le mari, il abandonne son père et sa mère. Alors j'ai pensé comme ça, il y a deux systèmes. Il y a un système parental et un système marital. Le système parental, c'est quoi? Quand je suis à la maison, maman, c'est pas prêt? Ben, c'est comme ça, hein. Maman, c'est pas prêt. Tu peux m'amener tu peux m'amener un truc, tu peux faire ça. Qu'est-ce qu'on attend des autres? On attend que les autres remplissent nos besoins. C'est ça l'enfant. Il dit le pauvre. Bon, et je suis le pauvre. Machin, il faut m'aider, il faut me payer le permis, il faut me payer le machin, il faut payer. Et les vacances, j'ai pas d'argent, il faut me payer. Donc, qu'est-ce que fait? Donc, mes parents, ils comblent mes besoins. Ça va? La Torah dit Azov. Azov abandonne ce système. Dorénavant, c'est l'inverse. Davak Bishto. Ça veut dire quoi, Davak Bishto? Mais non, vous dites, si vous savez pourquoi je me suis marié? Parce qu'au moins ma femme, elle va combler mes besoins. C'est ça qu'on pense, en général. On dit moitié-moitié, voilà. Ben, moi je suis vide, ma femme, elle a des qualités qu'elle va me donner. Donc je vais gagner encore de ça. Ouais. Et mon mari, c'est pareil. Vous voyez, l'autre il me courait, ça fait 20 ans qu'il me court derrière. Mais mon mari, l'autre, il est milliardaire. Mon mari, il gagne le SMIC. Mais qu'est-ce que j'ai fait de me marier avec ce type-là? Mais n'importe quoi, mais... Bon, parce que je devais être comblé par mon mari. Il fallait qu'il me rende heureuse, mon mari. Voilà, c'est ça qu'il faut dire, oui? En disant Azov. Ça, c'est quand tu étais une jeune fille, ça. Ou quand tu étais un jeune homme, tu n'étais pas marié. Mais quand tu es marié, il faut réfléchir différemment. Il faut réfléchir non pas qu'est-ce qu'elle va combler chez moi, mais qu'est-ce que je peux faire pour elle. Ça veut dire qu'est-ce que je peux combler chez elle. Ça va? C'est différent comme optique. Ça veut dire que quand je dis j'attendais d'elle, ben voilà, ça y est, je suis marié. J'ai plus faim. J'ai compris. Eh ben, c'est pas grave, on va avoir des enfants. Allez, vas-y, on a eu des enfants. Donc, à quoi me sert maintenant? J'ai ce qu'il faut, j'ai plus envie d'avoir plus d'enfants. Elle me sert à quoi ma femme? Pourquoi? Parce que j'attendais d'elle qu'elle me comble. Vous comprenez ou pas? Mais il y a une limite à ça.
Est-ce qu'il y a une limite à combler l'autre? Ben non. Donc je ne dois plus réfléchir dans qu'est-ce qu'elle peut m'apporter, ou qu'est-ce que mon mari peut m'apporter, mais qu'est-ce que je peux lui apporter? Vous avez vu des défauts chez vos maris ou pas? Pas mal, hein, pas mal. Bon, alors qu'est-ce que font les gens? Ben, les gens, ils énumèrent les problèmes. Voilà, mon mari, il est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et ma femme, vous la connaissez pas, ma femme? Ma femme, elle est comme ça, comme ça. Que des problèmes. Voilà, on a des problèmes tous les deux. Alors j'ai dit, ok, pas de problème. Alors qu'est-ce qu'on fait alors? Je dis, bon, on est malheureux, on pense divorcer, vous savez, la vie n'est pas facile, on a marre de... Elle comprend rien à ce que je fais, on se comprend pas. Bon, en vérité, on s'est aimé un jour. Mais entre-temps, il s'est passé des trucs. Ça va? Et entre-temps, les choses qui sont entre nous, maintenant, nous dérangent. Ça veut dire que j'ai remarqué tous les défauts de mon mari, et elle a remarqué, et lui, il a remarqué tous les défauts de sa femme. Et puis c'est invivable. Mais sous le principe qu'on a établi au départ, c'est qu'Eneido, c'est évident que c'est comme ça. Non? Entre nous. C'est vrai. Alors qu'est-ce qu'on fait alors? On va s'attacher sur les qualités. Alors je vais essayer. C'est marrant, hein, parce que le couple, c'est marrant parce que ce qui horripile une femme, elle le trouve chez son mari. C'est ça, c'est sûr qu'elle travaille. C'est un truc de fou. Hein. Et le mari, il est mal pis sur certaines choses, il voit sa femme, il dit c'est le pire des choses que j'étais marié avec cette folle. C'est marrant, c'est exactement les inverses. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? En fait, c'est pas comme ça. Il y a deux façons de réfléchir. En se disant, tu sais quoi? Peut-être que par amour pour lui, tu vas essayer de l'aider à changer. Mais c'est contre nature de toute façon. Tu vas te battre contre un type qui est contre nature. Ce que tu vas risquer de proposer, c'est contre lui. C'est sûr. Parce qu'il n'a pas envie de lâcher lui. Alors comment tu vas faire? Quand on n'aime pas les gens, qu'est-ce qu'on leur dit? On leur dit la vérité. Tu sais quoi? J'en ai marre, je vais te dire la vérité. Tu es comme ça, comme ça, comme ça, il y en a marre, écoute, ou tu changes ou on divorce. Donc on lui renvoie la vérité en pleine figure, il se débrouille avec. Bon, on l'aime son mari ou pas? C'est comme ça qu'on fait? Non. Mais c'est ce qu'on fait en général. On dit, écoute, toi, tu te débrouilles avec la marre et tout, et on se dispute, hein, et je te dis la vérité. Moi, je te l'ai dit la vérité, tu vois, je le garde en moi dans des années, mais on m'a dit, Shalom Bayit, il faut tout garder. J'ai tout vomi, j'ai tout dans la figure, tu te débrouilles avec. Et le mari dit, ah bon, tu m'as dit ça, ah bon, ah, tu vas voir, et il lui sort la paracha. Et qu'est-ce qu'on fait avec ça? On se dispute, et après, c'est l'animosité. Non. Alors peut-être que c'est l'inverse qu'il faut faire. Il ne faut pas essayer de savoir. On va dire comme ça, en vérité, le mariage, ça a permis de mettre en valeur, de mettre en éveil tout ce qui n'allait pas. J'ai dans ma partie masculine quelque chose qui ne va pas. Et bien ma femme, elle me met en pleine figure, elle me dit ça va pas du tout, ça. Ok. C'est sa sensibilité féminine qui me permet de savoir que j'ai un problème. Et moi, j'ai exactement cette problématique inverse, c'est-à-dire que je lui dis exactement que ça va pas. Alors soit on se dit, on fait le constat que ça va pas et on divorce, soit on se dit, tu sais quoi, par amour, on va essayer d'éliminer ce qui nous sépare. Qu'est-ce qu'on va gagner? On va gagner qu'on va changer. Et on va gagner il n'y a plus rien qui nous sépare, vous comprenez ou pas? Il n'y a plus rien qui nous sépare, donc on est ensemble. Vedavak Beishto, c'est ça que ça veut dire, non? Ça veut dire qu'au final, il n'y a rien qui nous sépare. On s'est débarrassé de tout ce qui nous sépare. Mais ça veut dire qu'on est complémentaires. C'est-à-dire que là, vraiment, on existe ensemble. Donc il faut mettre des fois il faut mettre un peu de... Comment vous dire? Hein? Non, de côté c'est l'argent. Mais je veux dire, il faut mettre un peu... Non, il faut mettre un peu de côté. Ça veut dire que il faut savoir que je suis là pour combler quelque chose chez l'autre. En fait, je suis plus vraiment dans la... Parce que si chacun, il est capable de penser comme ça, qu'est-ce qui peut nous freiner? Vous comprenez? Si j'attends de l'autre et je ne suis pas heureuse parce qu'il ne m'a pas comblé, alors qu'est-ce que j'ai besoin de faire avec un homme pareil? Parce que j'ai pas compris un truc. C'est que j'attendais de lui quelque chose. Alors s'il me rend heureuse, super. S'il me rend pas heureuse, ça va pas. Mais c'est pas ça de ce route. C'est pas ça d'être zach. Ça, c'est d'être égoïste. C'est-à-dire que je suis l'évado, je suis toute seule, et je dis, mais mon mari, il faut qu'il me rende heureuse. Ou alors l'inverse. Moi, je suis tout seul, mais ma femme, il faut qu'elle me rende heureuse. Attends, s'ils sont accouchés comme ça, cette femme-là. Si c'est pour faire des sandwichs, je vais le faire moi-même, hein, ça va. Vous avez compris, hein? Si c'est pas bon, à quoi ça sert? Moi, je vais chercher faire un œuf au plat et des pâtes, hein, c'est pas... Vous avez compris le problème? J'attends des autres quelque chose. Mais ça peut pas fonctionner. Parce qu'on n'est pas parfait. Par contre, je sais qu'on n'est pas parfait. Donc qu'est-ce que je peux faire? Par amour pour l'autre, comment je vais lui dire ce qui va pas? C'est dur, hein?
Parce que si je lui dis franchement, il va se vexer. Et si j'éternue, et si je lui dis rien, eh ben ça va durer. Non, mais on peut dire le défaut, mais en le valorisant dans l'autre sens. Genre, t'es radin, lui dire, quand on va quelque part et que tu dépenses de l'argent, c'est quelque chose de... Surtout pour moi. Ouais. Non, je sais pas, non, c'était pas un bon exemple. J'ai compris, vous voulez dire qu'on met en avant la personne et après on lui dit... C'est-à-dire on retourne le défendre une qualité. Mais ça veut dire qu'il faut mettre des gants, il faut avoir de la sensibilité. Pas être victime de son hache, ça je veux dire. Les femmes, elles ont une sensibilité particulière. Donc on l'utilise pour soi et pas contre soi. C'est ça le hache qui va les consumer. C'est-à-dire, il m'a pas respecté, c'est honteux. Bon, bah si mon mari ne me comprend pas, j'ai un problème, ça va. C'est que peut-être je ne sais pas communiquer ce que je suis. Ou bien, c'est l'inverse qu'il faut se dire. Pas de remettre tout le temps en cause la personne, mais de dire que manifestement, il y a quelque chose qui n'ont pas été comprises, ouais, ou qui n'ont pas été sensibilisées, ou qui n'ont pas été acceptées. Et ben, je vais mettre des gants, je vais mettre la forme parce que je vous explique pourquoi il faut mettre la forme. Parce que quand on ne met pas la forme, on ne respecte pas les gens. Quand on dit la vérité à quelqu'un, on lui dit en pleine figure, il dit voilà, moi je lui ai dit, il se débrouille avec. Mais je ne l'ai pas respecté. Est-ce que ça donne envie de respecter des gens qui ne nous respectent pas? Ben non. Donc c'est perdu d'avance, c'est évidemment comme ça. Pour ça je vous dis, comprenez l'humain. Comprenez l'humain. Si vous comprenez l'humain, c'est une chose qu'on ne fait pas. Parce que nous on se dit, bah, de toute façon, qu'il se débrouille avec, ou elle se débrouille avec, je lui dis la vérité, puis c'est bon, on s'arrête là. Je dis non. Toi, si tu avais voulu qu'on te dise cette remarque, comment tu l'aurais dit? Comment tu aurais voulu qu'on te la dise? J'ai dit qu'elle aurait pu mettre un peu de gants quand même, elle aurait pu me parler autrement, qu'elle aurait pu me respecter. Eh ben, vous avez compris? C'est comme ça qu'on doit percevoir les choses. Quand on fait reproche à quelqu'un, par exemple, on doit se dire, mais si j'avais été l'autre, comment j'aurais voulu l'entendre? C'est pas pareil que de dire la vérité. Mais ça, c'est quand on aime qu'on pense comme ça. Vous avez compris? Donc, c'est-à-dire que ça remet en cause de ce que ça veut dire aimer. C'est quoi aimer? Est-ce que j'aime la personne? J'aime mes employés parce qu'ils m'ont rendu riche. Ah, je les adore. Franchement, grâce à eux, on est venus, je les adore. Mais tu aimes les personnes ou tu aimes l'argent? Enfin, c'est ça le problème. Et s'ils avaient rendu pauvre, je l'aurais renvoyé avec... Mais non, c'est pas ça. Aimer, c'est de se mettre à la place de l'autre. Et si j'avais été l'autre? Si j'avais été l'autre, puisque j'aime l'autre, si j'avais été à sa place, comment j'aurais voulu qu'on me dise? Comment j'aurais voulu qu'on se comporte avec moi? Comment j'aurais voulu que... Et si on est capable de réfléchir comme ça, alors ça change beaucoup de choses. Ça veut dire que pour se mettre à la place, il faut connaître. Pour se mettre à la place, il faut être sensible. Pour se mettre à la place, il faut, dans un contexte particulier, aussi savoir comment ça fonctionne, etc. Ça, c'est une chose importante à comprendre. Un homme, il doit rentrer dans cette dynamique. Une femme, elle doit rentrer dans cette dynamique. De savoir qu'on fait dans l'intérêt de solutionner ensemble quelque chose. Mais on sait que de toute façon, partez du principe qu'un mariage, c'est un bain dans lequel on rentre. Et les saletés, elles vont sortir. C'est évidemment comme ça. Parce que l'objectif d'Hachem au départ, à la Bémarchava, c'est l'objectif atteint, c'est qu'on arrive à Imidatani. Ça veut dire qu'on soit rigoureux, c'est-à-dire qu'on arrive à... Il n'y a rien qui fasse écran entre nous et Hachem. Mais ça se construit en couple, ça. Alors au début, c'est comme ça, c'est l'objectif. Mais au début, on est Rachamim Vedin. On dit, bon, le pauvre, les machins, et comme avec nos enfants, c'est pareil. On dit pas, mais oui, mais c'est un adulte, il avait qu'à comprendre. L'enfant, il est pas formé pour ça. Mais sachez que votre mari, il n'est pas formé pour ça. Personne n'est formé pour le mariage, ça n'existe pas. C'est une expérience qui se vit. Alors on dit, quand on se mariera, on verra. Mais non, tu verras rien du tout, tu vas te casser les dents. C'est comme ça. Parce que c'est contre toi en permanence. On n'a pas les mêmes intérêts, les mêmes sensibilités, on n'a pas les mêmes choses. Donc, c'est-à-dire forcément, c'est contre toi, c'est évidemment comme ça. C'est pas du principe, c'est évidemment comme ça. Donc, quand on se marie, il faut partir du principe que c'est de toute façon, depuis le départ, comme ça. Évidemment, contre soi. Donc, quand on veut que ça soit épanoui, il faut qu'on arrive à comprendre la différence. Comme avec vos enfants, vous allez comprendre que ce sont des enfants. Ils ont une sensibilité particulière qui est propre à eux-mêmes. Et donc on s'adapte à l'enfant, évidemment que c'est comme ça. Et pourquoi on ne s'adapterait pas à son mari? Et pourquoi on ne s'adapterait pas à sa femme? Évidemment que c'est comme ça. Donc ça veut dire qu'il faut partir de ce principe-là. D'où on voit qu'il y a eu un dysfonctionnement au niveau du couple dans Adam et Chava. Alors, ici c'est marqué dans la Parashat Bereshit que Hachem avait dit, vous voyez, il y a deux sortes d'arbres au Gan Eden. Il y a le Etz HaChaim, l'arbre de la vie, et il y a l'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'arbre de la vie, vous pouvez consommer toute la journée, il n'y a pas de problème. Mais ce arbre-là, du connaissance du bien et du mal, il ne faut pas toucher. Et si vous mangez, vous allez mourir. Alors c'était virulent, c'était vraiment... bon. Donc Adam et Chava est au courant que c'était mortel. On devenait mortel si on consommait de cet arbre. Qu'est-ce qu'elle a fait, la femme? Oui. C'est marqué là-bas, hein. C'est marqué comme ça. Voilà, c'est marqué, alors je lis le texte, c'est marqué,
Vatere Aïcha a vu la femme qui tov haetz, qu'il était bon l'arbre, les ma'achal pour le consommer. Tov. Vayar Hashem ki tov. Il a vu que c'était bien, ça veut dire que c'est spirituellement bien. Vechi ta'ava ou lainaim. Il était ta'ava, plaisant à voir. Venechmad, et agréable à es la skill pour devenir intelligente. Vous avez vu les termes Tov, ta'ava Nechmad. et nechmad. Ce sont des adjectifs qui sont émotionnels. Émotionnels. Vatikar mi peru vatochal. Elle a mangé de ce fruit, elle a pris ce fruit, elle l'a mangé. Vegam leisha, et même à son mari. Ima, avec elle, vayochal, il a mangé. Ça va? Donc elle a mangé du fruit parce qu'il était tov, ta'ava, nechmad. C'est-à-dire qu'elle était attirée par quoi? Par son côté émotionnel. C'était un avantage ou un inconvénient? C'est un inconvénient. Ça veut dire qu'elle use de son émotion pour se tromper. Elle a mal utilisé, elle a fait un mauvais choix, on va dire, la femme a fait un mauvais choix de ses émotions. Donc faire attention à ça. Ok. Et donc qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a proposé à son mari de manger. Pourquoi elle le donne à son mari? Hein? Pas faire les bêtises toute seule. Ça se partage pour le meilleur et pour Le bien. Alors, Rachid dit comme ça. Donc Rachid dit comme ça. Donc elle a donné à son mari. Oui, c'est marqué. Où est-ce qu'il est, Rachid? Vatiden gam leisha. Shelo tamutri. Ne pas qu'elle meure, elle. Veichiehu. Mais lui qui va vivre. Veisa acheret. Il épousera une autre qu'elle. Hein? Une jalouse. Alors il est marqué quoi? Que pourquoi elle a dit il faut qu'il meure mon mari? Pourquoi? Parce que attendez, il ne faut pas exagérer. Moi je vais mourir, lui il va vivre, et on va être obligé de reconstituer le monde avec une nouvelle femme, donc il va épouser forcément une autre femme que moi. Et ça c'est pas possible. Et donc il faut qu'il meure avec moi. D'accord? Ça veut dire quoi ça? On parle d'une femme parfaite. Hein. Elle est parfaite, Rava. Comment ça s'explique? Hein? En fait, elle était égoïste. Ah, c'est qu'il faut comprendre ça. Ou alors elle était trop émotive. D'accord. Non, Mais il faut qu'il meure. Attendez, il va mourir avec moi. Émotive, je veux bien, mais il va mourir avec moi. Parce Hein? elle veut même pas risquer de le perdre dans la mort. C'est-à-dire qu'elle veut encore, Mhm. au-delà de la vie, Mhm. le garder avec lui. Parce qu'elle sait elle va mourir, ok. Mais son mari, il va forcément épouser une femme qu'elle, qui lui est insupportable à elle. Vous voyez, non? Oui. Donc il faut pas que. Donc comment ça se traduit? On dit, bah, c'est la jalousie. Comme elle a dit, c'est la jalousie. Ouais, donc elle ne peut pas supporter que son mari ait une femme qui est pas possible. C'est ça? Non, c'est plutôt que C'est de l'amour. elle veut le garder avec elle envers et contre tout. Donc ils vivent. Mais pourquoi? Les deux, Oui. ils vivent. Elle mange le Mais fruit c'est interdit. Et ben, elle va mourir, il va manger, il va mourir, ils resteront ensemble même. Mais pourquoi? Mais c'est qui propose la mort? En fait. Ah, c'est elle qui le tue quand même. Hein. Ouais, parce qu'elle justement, elle est émotive, elle est avide de connaître. Attends, Elle a pas est-ce que c'est réfléchi. une bêtise? C'est une bêtise, on l'a pas écrit dans le temps, elle était émotive, elle est une bêtise. C'est profond, il y a quelque chose Non, de c'est parce que profond c'est derrière. l'art de la connaissance, elle veut savoir. C'est vrai, mais c'est con, mais pourquoi elle propose à son mari de mourir malgré tout? C'est profond, il y a quelque chose de profond derrière. Vous voyez? Alors, on va dire comme ça, on va dire comme ça, on va dire comme ça. J'ai vu dans un CFR, il explique comme ça. L'homme, il a été créé seul. C'est vrai? Mais la femme, elle sait qu'elle a été créée de l'homme. C'est-à-dire que dans vous, vous portez quelque chose qui vient de Chava, qui sait que vous êtes associé à un homme. Le désir d'association, le besoin d'association d'une femme, il est inhérent chez la femme. Chez l'homme, il n'y a pas. Par exemple, si quelqu'un, un jour on demande à votre mari après le travail où tu vas, il dit ben, je rentre chez moi. Ça va? Bon. On demande à sa femme où tu vas, il dit ben, je rentre chez moi. Bon, mais pourquoi lui rentre chez lui? Ben, parce qu'il est fatigué. Hein. Attendez, après le travail, il est fatigué. Bon, vous dites à sa femme, mais pourquoi tu rentres chez toi? Je dis ben, attendez, j'ai un mari, j'ai des enfants, je vais m'occuper de mes enfants et de mon mari. Et quand tu arrives à la maison, elle s'occupe des gosses et tout ça, lui il rentre dans sa chambre et il dit, je vais ordinateur. Je dis, mais attendez, t'as pas vu que je suis occupé avec les gosses, tu peux pas venir m'aider? Je dis, mais tu m'as rien dit. C'est comme ça. Mais d'où ça vient ça? Ça vient d'ici. Que l'homme n'est pas associé. La femme, elle est née de l'homme. Elle est née de l'homme, donc elle est associée à son mari. Jusqu'où elle est associée? Jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort, ça veut dire quoi? Elle est associative. Jusqu'où?
que mon mari, il ne peut pas avoir une autre femme que moi, c'est pas possible. C'est par association qu'elle le tue, entre guillemets. Vous comprenez ou pas? C'est impossible que mon mari ait une femme que moi, c'est pas possible. Donc il est très obligé de mourir. Je sais que j'ai tué, je sais que j'ai fauté, que je vais mourir avec, je vais mourir avec la faute, mais il peut pas. De toute façon, il n'aura pas d'autre femme que moi. Donc il doit mourir avec moi. Vous avez compris ce que ça veut dire? Ça vient d'une association qui est issue de la naissance de la femme de l'homme. Elle a été détachée de l'homme, elle a cette conscience d'avoir été détachée, mais elle est associée. L'association féminine. C'est-à-dire qu'une femme, elle doit apprendre à son mari à s'associer. Mais là, on voit qu'il y a une dissociation. Qu'elle l'a tué pour ne pas souffrir. Ça va? Qu'est-ce qu'elle a dit Hachem? Qu'est-ce qu'a dit Hachem à la femme? Après, c'est marqué, et il leur a dit comme ça. Bayemer, il a marqué comme ça. El Aïcha Amar. À la femme, il a dit Arba Arbe Etzboner. Arba Arbe Etzboner. Multiplie, je multiplierai ta souffrance. Ve'eroner. Ta grossesse. Ve'etzef tes libanim. Dans la souffrance, tu accoucheras. D'accord? Donc, il a dit trois choses. Un, Arba Arbe Etzboner. Multiplier ta souffrance. Ta souffrance, aussi ta grossesse, et aussi la naissance de tes enfants dans la souffrance. Bon, elle a fauté, madame? Kham, elle a fauté? Et donc, qu'est-ce qu'il faut qu'elle fasse maintenant? Eh bien, qu'il faut qu'elle ait. Alors, Rachid dit Arba Arbe Etzboner. Multiplie, je mets ta souffrance. Il dit l'éducation des enfants. Tsahar Gidul Banim. La souffrance d'éduquer ses enfants. Le fait d'avoir une grossesse. Pardon. Et aussi l'accouchement qui est le pire. L'accouchement, ouais, c'est dur, l'accouchement, ouais, ça fait mal, ouais. Et qu'est-ce que ça a à voir avec sa faute? Hein? Donc il faut. Mais qu'est-ce que ça a à voir? L'éducation dans la difficulté, qu'est-ce que ça a à voir la grossesse dans la difficulté, et qu'est-ce que ça a à voir l'accouchement avec son problème personnel? Elle n'a pas laissé une autre femme en fait la remplacer dans Oui. la continuité d'éternité. D'accord. Donc c'est toi qui veux être la pionnière entre guillemets des femmes sur Très bien, Terre. très bien, Tu donc. vas te prendre toute la souffrance des femmes. Mais pourquoi la souffrance? La réparation. Ouais, On réparait. Attendez, si on vous explique en vous mettant des claques, vous avez bien compris ou pas? Ben non. Mais pourquoi j'ai mis des claques? Pour avoir plus de valeur à la chose. Des claques? Non, on a du mal à la voir. Ah, c'est vrai que ça fait mal, c'est vrai que ça fait mal les claques. Non, mais l'éducation des enfants, c'est dur. C'est dur, ouais. Mais pourquoi il faut souffrir? Non, pour avoir de l'importance à la chose. Et La quand valeur ça, de la chose. quand ça vous fait plaisir, c'est pas mieux? L'importance par le plaisir. Après, c'est pas la grossesse difficile. Alors j'ai dit une explication comme ça. Le raisonnement, c'est le suivant. Comment elle a raisonné, elle? Elle a dit, moi j'ai fauté. Ok. Et moi, il va vivre. Et s'il va vivre, on va être obligé de reconstituer une femme à partir de lui. Et il aurait une autre femme que moi, et c'est pas possible. Donc, il faut qu'il disparaisse. C'est ça? Ça veut dire quoi, autrement dit? Ça veut dire que je ne supporterai jamais la souffrance que m'occasionne le fait qu'il épouse une autre femme que moi. Donc il faut qu'il meure pour ne pas que je souffre. C'est ça? Alors Rachid me dit, tu sais quoi? Est-ce que tu es d'accord de souffrir pour faire vivre? À la différence de ne pas avoir voulu souffrir pour tuer. Vous avez compris ou pas? C'est réparateur. Ça veut dire quoi? Parce que si je souffre, ça veut dire comme ça. Je n'ai pas souffert de tuer les gens quand même. C'est quand même effroyable. J'ai éliminé. Pourquoi? Parce que l'essentiel, ben, c'est moi. Vous avez compris ou quoi? Il y a comme si que je suis associé à mon mari jusqu'à ce que ça me fasse plaisir. Mais si ça ne me fait pas plaisir, ben, il va disparaître. C'est énorme. Vous avez compris ou pas? C'est que dans la partie féminine, il y a quelque chose qui est intrinsèquement lié à la femme, qui est de dire on est associé, mais jamais à mon détriment. Parce que si je vais souffrir à cause de toi, je préfère que tu disparaisses. Alors Hachem me dit, écoute, tu sais ce que tu vas faire? Est-ce que tu es d'accord d'accepter de souffrir pour faire vivre? Ça va te coûter de faire vivre. À la différence d'avoir éliminé pour ne pas souffrir. Vous avez compris? C'est pour ça qu'on passe par la souffrance. Parce que la souffrance, ça permet d'avoir la conscience de ce qu'on a raté d'être. Moi, j'ai pas voulu souffrir, et donc je l'ai tué pour ne pas que je souffre. Je souffre. Il faut qu'il meure. Mais non, mais alors, si tu te donnes la vie sans souffrir, ça ne peut pas réparer ton problème d'avoir voulu tuer pour ne pas souffrir. Donc il faut que tu acceptes de souffrir. Et j'ai envie de dire, combien d'enfants? Un. Et attendez, j'ai une carrière. Je n'ai pas envie de souffrir au détriment de mes enfants, ça va pas ou quoi? Donc il ne faut pas qu'ils vivent, parce que sinon c'est moi qui vais souffrir. Non. Est-ce que tu es d'accord de sacrifier ta souffrance pour la vie?
C'est ça que ça veut dire. Et ça répare un problème fondamentalement féminin, qui est d'avoir accepté d'éliminer pour ne pas souffrir. Vous avez compris ça? C'est ça qu'Hachem il fait réparer. Ça se retrouve dans quoi? Dans l'éducation de nos enfants. Combien tu vas t'investir dans la problématique de tes enfants? Combien? Tu dis, ah, il y en a marre, ils font que des bêtises, des machins. Je comprends, mais par amour et par désir de faire vivre, tu vas vouloir éliminer le mal qui est en eux. Et ta grossesse, c'est pareil, etc. Vous avez compris ou pas? Tu as accepté de tomber enceinte, mais tu savais pertinemment que tu allais avoir des nausées, que c'est pas fort forcément, mais c'est pas grave, pour peu que ça fasse vivre. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est ça qui est réparateur de Chava. C'est pour ça que la femme, elle porte ça en permanence. Pour éliminer cette forme, passionnelle, égoïste, de pouvoir exister sans souffrir pour soi-même. Jamais. Et donc on dit non, tu vas éduquer tes enfants, tu vas aimer tes enfants jusqu'au prix de ce que ça te coûte. Vous avez compris ça? C'est ça qui est réparateur. Parce qu'encore une fois, au départ, on cherche son intérêt personnel. Dans un couple, c'est comme ça. Dans la vie, c'est comme ça. Je cherche à gagner, jamais à perdre. Et quand je perds, j'élimine tout ce qui me fait perdre. C'est comme ça. Donc quand une femme, elle peut penser que la frustration qu'occasionne le couple, c'est le feu qui les dévore, et elle porte une puissance en elle qui va dévorer son mari, autant que le mari va vouloir détruire sa femme parce qu'elle ne le respecte pas. Tu ne respectes pas ce que je suis, je te mange avec. Je te mange avec ce que tu ne respectes pas. Tu ne me respectes pas en tant qu'homme, tu vas voir ce que c'est qu'un homme. On va rentrer dans la compétition, tu ne vas pas gagner, on va se battre. Ça va? Et l'inverse aussi ferait qu'une femme, tu ne respectes pas ce que je suis, tu verras, je me priverai de toi, plein d'histoires comme ça qui sont une punition pour son mari, parce que le feu qui les dévore, c'est quoi le feu? C'est ce que je porte de féminin, profondément féminin, qui n'est pas respecté. Tu as voulu m'éteindre, alors je te mange avec le feu que tu veux éteindre. Ça va? Et c'est ça. Donc il faut conserver cette valeur-là féminine, très forte, et l'utiliser au service de quelque chose et pas contre soi. Manifestement, c'était contre soi. Et à l'homme, il a dit quoi à l'homme? À l'homme, il a dit comme ça. Vela Adam, Amar, et à l'homme, il a dit, à la femme, il a dit ce que je vous ai dit, et à l'homme, il a dit, Kishamata lekolishtera. Parce que tu as écouté la voix de ta femme, Vatochal minaetz, et tu as mangé de l'arbre, Asher siviticha, que je t'avais ordonné, les morts en disant, Lotochal mimenu, ne mange pas de lui, Arura Adama baruecha, et sera maudite la terre à cause de toi, Beitzavot tochalna, tu mangeras avec souffrance, Kol limechaira toujours de ta vie. Parce que tu as écouté la voix de ta femme, et tu as mangé d'un arbre que je t'avais interdit de manger, alors la terre sera maudite, et tu devras la manger avec souffrance. Ça va? Qu'est-ce que ça va avec sa femme? Parce que tu as écouté la voix de ta femme. Non, parce que tu as mangé. Parce que tu as mangé d'un fruit que je t'avais interdit de consommer, alors la terre sera maudite. Oui, non. Qu'est-ce que ça va avec sa femme? Parce que tu as écouté la voix de ta femme, et que tu as mangé un fruit que je t'avais interdit de consommer, hein, mais non. Il ne fallait pas ce que tu as mangé, tu aurais dû assumer. Ouais, d'accord, elle t'a tenté. Ok, je veux bien, mais c'est quand même ta faute. Donc il ne fallait pas dire que c'est sa femme, il fallait dire que c'est lui. Parce que tu as accepté de le manger, un fruit que tu avais interdit de consommer, la terre sera maudite. Qu'est-ce que ça va avec sa femme? Tu as écouté la voix de ta femme, qu'est-ce que ça veut dire la voix de ta femme? Hein? Qu'est-ce qu'on lui reproche à Adam? Tu as écouté la voix de ta femme. Lui aussi, c'est piégé par les motifs. Il n'était pas rationnel, quoi, au moment de... Il Chazak, n'a pas bravo. réfléchi, en fait. Ouais. Ça veut dire quoi pour réfléchir? C'est quoi la différence entre un homme et une femme? C'est quoi la différence? La différence, c'est que la femme, elle est émotionnelle, l'homme, il est plus rationnel, il y a moins d'émotions. Elle a mangé à cause de quoi? Elle a dit à cause de Tov, Nechmad et Ta'ava. Ce sont des mots qui reflètent l'émotion. C'est-à-dire qu'elle s'est faite attraper par ses émotions. Ça l'a desservi d'être émotionnelle, parce qu'elle a fauté à cause de ses émotions. L'homme, il est émotionnel? Donc ça veut dire que quoi? Shamarta les kolishtera. Tu as écouté la voix de ta femme. C'est quoi la voix de ta femme? La voix de ses émotions. Donc elle a réussi à t'influencer pour te faire manger. Mais toi qui es rationnel, tu aurais dû lui dire quoi? Toi qui es rationnel, on va dire, tu n'as pas d'émotion. Donc tu es étranger à cette émotion. Donc tu es plus lucide qu'elle, puisqu'elle est happée par ses émotions, madame. Donc qu'est-ce que tu aurais dû dire à ton mari? À ta femme, tu aurais dû dire quoi? Voilà, là tu vas trop loin, là tes émotions t'emportent, tu vas faire une avéra. Et qu'est-ce que tu as fait plutôt que de lui dire ça? Tu as dit quoi, toi? Tu as écouté la voix de ta femme. Vous avez compris ou pas? Comme c'est qu'on lui dit tu aurais dû être un homme dans ton couple. Tu as écouté la voix de ta femme. Des fois ça te sert, des fois ça te dessert. Manifestement là, cette émotion qu'elle a eue, elle t'a desservi parce que tu as aussi consommé de ce qu'elle t'a proposé de manger. Donc c'est ça le problème, vous avez compris? Le col de sa femme. Le col, ici, ça veut dire la voix de sa femme. Ça veut dire quoi la voix de sa femme? Il y a la parole de sa femme,
et il y a la voix de sa femme. La parole de sa femme et la voix de sa femme. Il a écouté les paroles ou la voix? Il a écouté ce qu'elle a dit ou il a écouté ce qu'elle a ressenti? Elle a ressenti. Ailleurs, c'est marqué à propos d'Abraham Avinu. Abraham Avinu. Là-bas, c'est marqué que Sarah, elle a vu que Ishmaël tournait mal. Oui. Et qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a été voir Abraham et elle dit, tu sais, il faut te séparer de cet enfant et de sa mère. Il a dit quoi? Qui c'est qui l'a amené dans le couple? Agar. C'est ça. Qu'est-ce qu'il croit Abraham? Elle lui dit, il faut te séparer de Ishmaël et de Agar. Je n'ai pas compris, là. C'est toi qui a introduit cet enfant, il est devenu mon enfant comme Israël est mon fils, c'est pareil. Non? Comment il comprend ça, Israël? Abraham, il se met en... Vaïra, c'était Rab et Nav, c'était mauvais à ses yeux. Hachem lui dit, Shma Bekola, écoute la voix de ta femme. Qu'en vérité, le vrai descendant, ce sera Israël et pas Ishmaël. Il a dit à Abraham, écoute la voix de ta femme. Ça veut dire quoi, écoute la voix de ta femme? Là-bas, il a dit, écoute la voix de ta femme. Et ici, il a dit, parce que tu as écouté la voix de ta femme. Alors, il faut l'écouter ou pas? Là, il est marqué, mais c'est parce que tu l'as écouté que tu t'es fait avoir. Et là, il dit, non, tu aurais dû l'écouter, ta voix de ta femme. Alors, je dis, oui, quand est-ce qu'on... Quand Rava, elle a proposé du Hetzadat à Adam Arishon, elle était avec lui ou contre lui? Il a mangé, elle était avec lui ou contre lui? Avec lui, puisqu'il a mangé. Et alors qu'en vérité... Et quand Sarah, elle a dit à son mari, écoute, il faut chasser Agar et Ishmaël, quand même, ça se fait pas de le garder. Elle était contre lui ou avec lui? Alors qu'en vérité... C'était pour lui. Vous avez compris ou pas? C'est quoi le col? Le col, c'est pas ce qu'elle a dit. C'est ce qu'elle a voulu dire. Ça veut dire qu'il faut que tu comprennes ce qu'elle a voulu dire ta femme. Mais oui, c'est ça le col. Vous avez compris ou pas? Le col de Sarah, le col de Chava. Il a compris d'elle, et c'est ça qu'il a attiré. Il dit, mais elle a raison. Et il est tombé dans le panneau. Et là, hein, il n'a pas compris ce qu'elle a dit, sa femme. Parce qu'Hachem, il lui a dit, écoute la voix de ta femme. Écoute pas ce qu'elle t'a dit. Parce qu'elle a des émotions que tu n'as pas perçues. Et les émotions qu'elle a, elle s'est rendue compte que Ishmael tourne mal, que tu n'avais pas vu. Ouais. Et ben c'est pour ça qu'elle t'a proposé une solution. C'est-à-dire que chez la femme, il y a un petit souci. Lequel? Qu'est-ce qu'elle a dit à Abraham? Elle a dit, mais Garesh et Amazot, sépare-toi de cette femme et de cet enfant. Il dit, mais je comprends pas ce qu'elle me raconte, mais depuis quand? Rabén et Abraham, c'était mauvais, mais il ne comprenait pas ce qui se passait. Pourquoi il n'a pas compris? Parce que c'est une chose et c'est contraire. Parce qu'il n'a pas l'émotion de sa femme. Vous avez compris ou pas? Mais elle, qu'est-ce qu'elle croyait, elle? Ben, elle croyait qu'il était sûr qu'elle avait vu comme elle. Donc qu'est-ce qu'elle a proposé? La solution à un problème. Lequel? C'est que Ishmael tombe mal, et il fait Avodazara, il fait Gilbert, il fait toute la vérité du monde. Mais manifestement, vraiment, il ne s'en est pas rendu compte. Donc elle vient, elle propose une solution. Là, qu'est-ce qu'il aurait fallu faire pour qu'il n'y ait pas de conflit entre les deux? Hein? Qu'il ait vu le problème lui aussi? Ben non, puisqu'il n'a pas vu. Non, qu'il comprenne. Votre mari ne verra pas. Hein, comment vous le faites? sens caché. Comment il va faire? Il ne comprend rien. Lui. Introduire le problème. Il n'a pas votre émotion. Il n'a pas les mêmes lunettes. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Vous êtes certaine qu'il a compris. Qu'elle dise les choses comme elles sont. Attendez, lui, voilà, c'est-à-dire que elle a compris, elle a vu quelque chose qui lui a semblé effroyable. Mais lui, il n'a rien vu. Elle dit, mais c'est quoi la solution? Ben, c'est qu'on ne sépare de l'enfant. Ok, donc qu'est-ce qu'elle aurait dû dire? Elle a dit comme ça. T'as remarqué que Ishmael tourne mal? Elle dit, non, j'ai pas remarqué. C'est un problème. Attendez, vous exposez le problème. Vous avez senti, vous l'exposez. Vous lui dites, mais tu vois, il n'y a pas un problème là? Il dit, oui, il y a un problème. S'il est comme ça. Il dit, moi, t'as pas peur pour Yitzhak? Il dit, bien sûr, Yitzhak, c'est pas un enfant stable, c'est l'enfant du Taï Israël. Alors qu'est-ce qu'on fait? Ben, je sais pas, moi, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, il faut bien qu'on se sépare de l'enfant. Eh bien, évidemment. Pour ne pas qu'il influe sur Yitzhak. Mais est-ce qu'on peut se séparer de l'enfant sans se séparer de sa mère? Ah ben non plus. Alors qu'est-ce qu'on fait alors? Ah ben, je dirais, il faut se séparer de sa mère. Si elle avait dit comme ça, elle aurait accepté? Eh bien, c'est moi, qu'est-ce qu'elle fait la femme? Elle donne la solution avant d'expliquer la problématique. C'est un problème féminin, ça, vous avez compris ou pas? Elle dit à son mari, mais il faut faire comme ça, il comprend rien, il débarque, il comprend rien. Mais c'est comme ça, pourquoi? Parce qu'une femme, elle ressent des choses qu'elle ne dit pas à son mari. Donc lui, il écoute ça, il écoute les mots de sa femme, il dit, mais elle est folle. C'est elle qui me l'a fait rentrer dans mon couple, et madame me dit de la séparer. Elle est jalouse, elle est machin. On va dire comme ça, écoutez-moi bien. Lui croit que ça, elle est jalouse. Donc il se met en colère contre elle. Mais elle qui pense que c'est Ishmael qui a un problème, il se met en colère. Donc qu'est-ce qu'elle croit, elle, madame?
protège Ishmaël. Attendez, il y a moi ou il y a Agar? Ouais. Bon, Ah, d'accord. ouais. Donc quand il dit ah non, bah non. Qu'est-ce qu'elle croit? Il dit, attendez, j'ai pas compris quoi. Il met au même pied d'égalité Agar que moi, c'est pas possible. Et donc, mais c'est ça qu'il a pensé? Pas du tout. Et c'est ça qu'elle a pensé? Pas du tout. Pourquoi on s'est pas compris? Pourquoi ils sont pas compris? Parce que chacun avec ses émotions. Vous avez compris ce que je veux dire? Le mot éloigne-toi de cette femme. Pour lui, ça veut dire, elle est jalouse, madame, je sais pas ce que c'est même qui me l'a fait rentrer dans mon couple, mais maintenant elle me demande d'enlever, je comprends pas ce qu'elle veut. Et elle pense que s'il se met en colère contre elle, c'est qu'il me met sur le même pied d'égalité que cette femme, c'est possible. Mais c'est pas du tout ni ce qu'il a pensé, ni ce qu'elle a pensé. On se comprend pas. Vous comprenez pourquoi c'est comme ça? Parce que c'est pour ça qu'Hachem dit, n'écoute pas ce qu'elle t'a dit. Écoute ce qu'elle a voulu te dire. C'est-à-dire que si tu ne comprends pas ton mari, ou tu ne comprends pas ta femme, dis j'ai pas compris. Explique-moi ce que tu ressens, pas ce que tu m'as dit, parce que ce que tu m'as dit pour moi n'a aucun sens. Écoute la voix de ta femme, écoute la voix de ton mari, c'est pareil, vous avez compris ou pas? Chacun réfléchit avec ses émotions. Des fois ça te sert, et des fois ça dessert. Ici on voit que Chava ça l'a desservi d'avoir été émotionnel, et une fois ça a servi à Abraham que sa femme était émotionnelle. Une fois il a cru que c'était avec lui alors que c'était contre lui, et une fois il a cru que c'était contre lui alors que c'était avec lui. Ça veut dire qu'on utilise ses émotions dans un esprit particulier. Vous avez compris? Vous avez une force de voir des choses, de sentir des choses que votre mari n'a pas. Utilisez-le à bon escient et pas contre lui ou pas contre... Et lui, il a une forme de rationalité en sa tête qui peut nous servir en tant que femme. Pourquoi? Parce que des fois, ben oui, c'est tentant, c'est vrai que machin, et mon émotion, ben, elle me porte à faire des choses que j'aurais peut-être pas envie de faire et que je suis malheureusement prisonnière de ça et je fais. Alors mon mari, il est là, il dit, calme-toi. Là tu es happé par tes émotions, tu vas trop loin, ça va pas. Donc on sait mettre des frontières. Mais vous avez que l'un complément de l'autre, mais c'est dans la nature, je vous parle pas de... C'est pas théorique ce que je vous raconte, c'est que chacun respecte sa nature, et chacun exploite ce qu'on est. Chacun doit exploiter ce qu'on est pour aider son mari, aider sa femme à pouvoir s'équilibrer. C'est un exemple que je vous donne, pour vous expliquer qu'on ne se comprend pas, parce que c'est pas un problème de communication, c'est un problème de compréhension naturelle de la nature de chacun. Si j'ai compris la nature, et vous avez vu qu'Abraham, il va grandir grâce à ça en disant, dorénavant, j'écouterai ma femme dire référemment. Ça va? Que quand j'ai pas compris, je dis pas, mais elle dit n'importe quoi. Je dirais, j'ai pas compris ce que tu m'as dit. Vous avez vu la différence? Et on continue à communiquer, alors que si il était persuadé qu'elle avait dit une chose alors que c'est pas du tout ce qu'elle a pensé, il va se mettre en colère contre elle, il va l'envoyer balader, et qu'est-ce qu'il va comprendre? Elle va comprendre l'inverse, et elle va mettre une étiquette sur son mari, mon mari il est malade. Il va l'enlever l'étiquette. Vous avez compris? Tu as entendu la voix de ta femme. Tu aurais dû l'écouter. Vous avez compris la différence? Voilà. On n'est pas obligé toujours d'écouter sa femme. Mais des fois c'est nécessaire. On n'est pas toujours obligé d'écouter son mari. Mais des fois c'est nécessaire. Si elle avait écouté son mari, elle n'aurait pas fauté. Et s'il avait écouté sa femme, il ne serait pas tombé dans ce piège de croire qu'elle était contre lui. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'on utilise des valeurs. Vous utilisez ce que vous êtes au service de quelque chose. Mais ça ne doit jamais contre soi-même. Toujours dans l'idée de construire ensemble quelque chose qui nous aide à évoluer. Toujours. Toujours. Vous avez compris? Voilà, il vous reste 5 minutes. Si vous avez des questions, allez-y. Tout à l'heure, quand vous parliez de la base féminine constituée par l'association avec l'homme, vu qu'elle est issue de l'homme. Très bien. Contrairement à l'homme, qui lui, à la base, il est en auto-entrepreneur, et du coup, c'est difficile de matcher. Est-ce que c'est pour ça qu'on a donné à l'homme la mitzvah de se marier et d'avoir des enfants? Oui, parce que c'est cette responsabilité qui va le rendre sensible. Il va devenir partenaire. C'est ça, il va devenir partenaire. C'est-à-dire qu'une femme, je pense qu'elle a un devoir d'associer son mari à sa vie. Parce que d'associer son mari, ce qui n'est pas naturel chez lui, c'est de lui permettre de devenir comme elle, associatif. Ce qui n'est pas, c'est en ça qu'elle va l'aider. C'est une notion que la femme apporte à son mari, c'est d'être concernée par ce qui se passe. Et souvent, une femme, elle peut se plaindre de son mari, mais t'es pas là, ou qu'est-ce que tu as ta tête en l'air, tu n'étais pas concerné par ce qui se passe. Il faut qu'on te dise pour que tu fasses. Vous avez compris? Il dit, moi tu m'as rien dit, moi tu m'as rien dit. Hein. Mais j'ai pas besoin de te dire. Une femme dit, mais j'ai pas besoin de te dire, mais t'es intelligent, tu vois bien que je suis dans l'embarras et il faut que tu interviennes. Non, tu lui dis rien, il fait rien. C'est-à-dire, mais c'est nature, c'est la nature humaine. Il dit, mais moi en tant que femme, je comprends pas ce qui se passe. Ben oui, parce que moi je tiens à mes enfants. Elle va dire, mais mon mari n'aime pas ses enfants, ou il m'aime pas. Alors que c'est faux. Vous avez compris quoi? Tu dis, mais s'il n'intervient pas, c'est qu'il m'aime pas. Parce que quand on aime, on intervient. Je dis, non, c'est pas qu'il aime pas sa femme. C'est qu'il n'est pas concerné par la problématique de sa femme. C'est pas pareil. Tu dis, moi je m'occupe pas de ça, moi. Voilà.
Vous avez compris? Non. Il faut qu'on associe, il faut que le mari il sente ma difficulté de femme et que j'ai besoin que des fois d'être associé à lui ou j'ai besoin qu'il s'associe à moi ou qu'il m'aide dans certaines tâches de la vie. Mais s'il n'est pas sensible à ce problème, il n'est pas dans le féminin. Vous êtes naturellement dans le féminin. Une femme, elle sort de son travail, elle va s'occuper de ses enfants. Elle cherche à l'école, elle prépare le manger. Elle est tout à fait associée aux besoins de son couple et aux besoins de ses enfants. Naturellement. Mais un mari, non. Donc vous voyez, cette carence-là, elle a beaucoup de conséquences dans la vie. Donc une femme, elle peut apporter cette sensibilité à son mari en disant, tu vois, quand je rentre, j'ai besoin que tu sois présent. Et il va dire, ouais, mais pourquoi, machin, j'ai pas envie. Je dis, mais écoute, c'est où ça, où les enfants, ça va être une carence. Parce que si je m'en occupe toute seule, il va y avoir un problème, une carence chez les enfants, parce que bon, ça ne sera pas pris à l'heure, ils vont avoir l'impression que papa il est dans sa chambre et maman elle s'occupe de nous, papa il nous aime pas, maman elle nous aime. Pourquoi tu veux créer ces problèmes internes dans le couple? Pourquoi faire? Alors il vaut mieux que tu comprennes cette sensibilité, tu sois sensible à ça, et tout de suite dès que tu rentres, tu me demandes est-ce que tu as besoin de moi, qu'est-ce que je peux faire pour toi, ou bien tu n'as même pas besoin de demander, tu vois tout de suite que une femme elle a besoin de son mari, c'est ça, c'est pas chaud, c'est comme ça. Et donc d'être sensible, ça permet d'arriver à ça, d'être associé. Et quand on est associé, on devient partenaire. Et quand on est partenaire avec sa femme, grâce à sa femme, alors on peut être partenaire dans d'autres événements de sa vie qui font qu'on n'a pas besoin de te dire pour vivre. Tu n'as pas besoin de te dire pour que tu sois sensible aux choses. Tu deviens sensible. Et cette logique-là, ça devient une dynamique qui devient une gymnastique. Que tu n'as pas besoin qu'on te dise. Tu sens et tu ressens. Et ça, tu l'as pris parce que ta femme t'a donné ses émotions. Ce mécanisme, il vient de la femme. Vous avez compris? Et on apprend ça. Ou l'inverse aussi est vrai. Qu'une femme, elle doit apprendre aussi à pouvoir être un peu comme un homme, on va dire, d'être un peu plus, moins dans l'émotion et plus dans la rationalité, et faire que, effectivement, des fois, on met de côté ses émotions pour d'autres choses. Parce que dans la vie, il n'y a pas. Les émotions ne peuvent nous emporter, parce qu'on sait que le désir, il vient forcément du bien, mais aussi du mal. Donc, savoir canaliser ça. Razak ou Baruch, voilà. On va. Vous avez des questions, mesdames? Vous avez des questions, mademoiselle? On se retrouve donc dans 2 semaines, c'est ça? Alors le 26, oui, le prochain rendez-vous c'est le 26. Le 26, Béat Hachem. Voilà. Voilà, écoutez, on remercie Laura Petitry pour